Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. À partir de Yaoundé, nous émettons 10h, 11h52. Nous balayons ce couloir de lundi à vendredi. Et bien des choses à vous qui nous recevez à l'instant. Et surtout si vous êtes Camerounais. Au Cameroun, justement, nous sortons d'un long week-end. Hier était jour de l'Assomption, 15 août. Mais avant-hier était également pour des mesures réglementaires, était également un jour férié. C'est donc un long week-end. La matinée commence certainement timidement, mais tels des soldats, nous irons jusqu'à 11h52. Nos rubriques n'ont pas changé. Tout à l'heure, on accueillera comme cela se doit TVB pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est en poste. Il vous livrera tout à l'heure la dénonciation du jour. On terminera, si vous en avez convenance, par l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cet instant de l'analyse, nous marquons un arrêt ce matin pour évoquer la situation ayant trait à la rentrée scolaire. Rentrée scolaire 2023-2024. Y a-t-il des astuces pour réussir la préparation d'une rentrée scolaire? C'est la problématique principale de ces échanges. Si vous êtes connecté sur Info TV, sachez que vous regardez votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Vous êtes d'ailleurs des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Bienvenue et Somba, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à Bernardo, bonjour aux techniciens qui sont de l'autre côté, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV qui sont sur les 5 continents. Le week-end, comme tu viens de le dire, a été long et un peu fatigant aussi. Bon, ce matin, on reprend. Vous avez beaucoup fêté? Non, je n'ai pas fêté, justement, c'est pour ça que moi je suis fatigué, parce que je suis resté longtemps sur place, ça engourdit les membres. Merci, bienvenue. Essoma est économiste de formation. Comme d'habitude, son expertise et son expérience nous aideront dans le cadre justement de ce programme. Pardon. On accueille en face de bienvenue Essomba, Bernardo Basson, le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, le banjo de Kuta, de Jaro, de Bombok de la modération. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Vous me permettez de rendre hommage à quelqu'un. Vous vous souvenez, l'an dernier, sur la toile, il y a eu une situation qui a été dramatique. Une jeune fille s'était rendue du côté de Kribi pour un week-end avec ses amis. Et elle est décédée, elle s'est noyée. Et le jeune homme qui tentait de la sauver également s'est noyé. Donc elle s'appelait Mako Lin Essa. Mako Essa Lin. Elle est décédée le 15 août l'an dernier. C'était une amie à moi, on avait de bons rapports. Donc hier, il y avait une cérémonie chez elle pour lui rendre hommage. On y a été et c'était assez triste et émouvant. J'espère que de là où elle est, elle veille sur sa fille Aria qui n'a que 3 ans. Je profite également pour dire bonjour à mon papa Samuel Bondor qui nous regarde certainement et à ma maman Emilienne Paulette Basson, épouse Bondor. Et également à Ongene, on l'appelle le blanc. D'accord, le blanc. De la Maïture Mimboman. Aujourd'hui, on est le 16 août. C'est la journée internationale ou mondiale. C'est d'abord l'anniversaire de ma fille. Ah. De mes filles Yokbak, Andrea. Et c'est également la journée mondiale du cerf-volant. La journée mondiale du cerf-volant. Ça veut dire quoi? Le cerf-volant, c'est un objet que les militaires utilisent souvent, qui a une queue et qui a une espèce de losange avec... Finalement, on fera aussi la journée mondiale peut-être de la cravate de Perfecto. Parce qu'il y a certaines journées mondiales qui font quand même rire. Qui sont drôles. Journée mondiale du cerf-volant. Cerf-volant aujourd'hui. L'utilité d'une telle journée, c'est quoi? C'est juste de rendre hommage aux concepteurs du cerf-volant, à ceux qui ont travaillé pour et à ceux qui au quotidien l'utilisent dans le cadre de leurs activités. De toutes les façons, les militaires vont nous aider tout à l'heure. J'en suis persuadé qu'ils interviendront pour me dire Perfecto, reste tranquille. Cette affaire est peut-être importante parce que. Oui, bienvenue, vous voulez coller un mot. Oui, je voulais coller un mot justement à ce cerf-volant. Le cerf-volant, c'est le précurseur du drone.
Il n'est pas seulement utilisé pour les militaires. Hier, je suivais un documentaire sur les recherches archéologiques en Égypte. On cartographie d'abord le terrain avant de faire des fouilles, non pas à l'époque avec des drones, mais avec les cerfs-volants. Et le cerf-volant sert aussi beaucoup à cartographier les surfaces agricoles. Donc on peut dire que c'est important. Il est très important. Il dit c'est lui qui vient avant le drone. Pour la cartographie aérienne. Merci et bienvenue Essomba pour ce complément d'information. Nous attendons encore certains autres invités et qui ont pourtant confirmé leur participation. Nous aurons tout à l'heure le chercheur, j'espère qu'il nous retrouvera, le chercheur en sciences politiques diplômé de l'IRIC, Jean-Paul Eboukem. Nous attendons également cet autre... Ebolekem. Nous attendons également cet autre membre du PCRN, Mohamedou Mortaro, qui a également confirmé sa participation. Le temps pour nous de marquer la première transition. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel. Bonjour également à tous nos millions de téléspectateurs que je retrouve fièrement ce mercredi matin. Comment vous avez passé le week-end? Il faut dire que le week-end n'a pas été dans le meilleur des mondes. Mais bon, nous sommes là pour servir nos téléspectateurs comme toujours. Ça commence à aller sur le plan de la santé? Oui, sur le plan de la santé, ça commence à aller. Il faut dire que la guérison est d'abord mentale. Hein? Bien évidemment. Vous le saviez? Bien évidemment. Ah, d'accord. Oui. La guérison est d'abord mentale. Il y a parfois, si vous avez un grand mental, des forts atouts spirituels, exact. Vous pouvez chasser la maladie. C'est ce qui est vrai. Vous dites maladie sort de ce corps. Exactement. Maladie sort de ce corps. Et la maladie sort. Les petits palus inutiles. Les fièvres typhoïdes bêtes. Et que sais-je encore. Vous dites palus sort de ce corps. Moi j'ai rendez-vous avec les téléspectateurs. C'est ça. Et donc, merci parce que tu nous retrouves. Et il faut aussi quand même signaler que notre consultant de tout temps et de tous les temps, il est aussi légèrement malade. Voilà pourquoi vous ne l'avez pas aujourd'hui. Je me suis posé la question de savoir si un des membres Ibou FC a été foudroyé. Pierre Blériot-Niémé, vous savez que c'est le coach de Ibou FC. Est-ce qu'on a foudroyé le coach? Donc, Pierre Blériot, vous êtes un grand soldat. Vraiment, levez-vous. Faut pas que ces gens pensent qu'ils vous ont foudroyé. D'accord. Le monde puisse se rétablir. Théophile Vianney-Billa, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Tous les matins, comme vous le savez, à partir de 6h45, le jeune homme est là pour vous donner cette quintessence de l'information parue en kiosque. Il remet cela de manière magistrale à partir de 10h dans le cadre de votre programme Espace Mini. Et TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan de l'éducation, sur le plan du sport et même sur le plan de la santé. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté de l'université de Yaoundé 1. On nous fait donc savoir que de ce côté, Nke, Mandop et Ndok ont été rattrapés par leur propre turpitude avec l'approbation du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, professeur Jacques Famundongo. Ces 3 enseignants ont été licenciés le 11 août 2023 par le conseil de discipline au terme d'une procédure qui n'aura à l'observation brûlée aucune étape et respecter rigoureusement les droits des parties. Par contre, les mises en cause auront à chaque étape répondu aux abonnés absents. Le journal parle donc de cette actualité ce matin en page 3. La nouvelle nous fait donc savoir que du côté de l'université de Yaoundé 1, le recteur est menacé de mort après la rupture de leur contrat. Fridolin et compagnie veulent en découdre avec Maurice Aurélien Sosso. C'est l'information qui nous est présentée ce matin en grande une du journal La Nouvelle de Jacques Blaise Mvier. Les détails concernant cette actualité sont à lire de la page 2 à la page 3. TIC, on en parle avec la météo. Le bi-hebdomadaire de Dieudonné Mvang qui est en kiosque s'intéresse donc à cette actualité ce matin. TIC en Afrique centrale, l'UNESCO dote l'IAI Cameroun
Cameroun d'une chaire présidée au nom du DG Audrey Azoulay par le ministre de l'Éducation de base, par ailleurs président de la Commission nationale pour la prestigieuse institution. La cérémonie officielle de lancement à ce 11 août eut lieu au campus de Nkolanga, banlieue de Yaoundé. Professeur Laurent Serge Tundingwa en a également profité pour féliciter le représentant résident Armand Claude Abanda pour ses efforts déployés depuis plus de 2 décennies et saluer le soutien constant de la première dame Chantal Biya, elle-même ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et marraine des programmes MIGEF 2035 et Opération 100 000 femmes. On revient donc sur cette connexion, l'UNESCO qui est donc connectée à présent à l'IAI Cameroun. On en parle en page 4. Émergence, le quotidien qui est en kiosque, en pied 1 s'intéresse à l'éducation également et parle de rentrée scolaire 2023-2024. On nous fait donc savoir que du côté du littoral, 44 établissements clandestins ont été fermés dans cette région. Parlons Fédération camerounaise de football en grande 1. Les mauvaises nouvelles qui viennent du TAS sont à lire en page 3 du journal Émergence. Le jour d'Aman Mana reste dans le tribunal arbitral du sport. Des sentences annulent des décisions de la Fédération camerounaise de football prises depuis le 27 août 2022. Le journal Le Jour d'Aman Mana nous le fait savoir et présente donc ici en page 9 la réaction de Guibaï Gatama qui a été réhabilité comme membre de plein droit du comité exécutif. Mutation de Georges Alain Boyomo parle également de ce contentieux en page 12. Tasse amère pour la Fédération camerounaise de football. On revient donc sur cette actualité ce matin au journal Mutation. Nord-Ouest et Sud-Ouest, l'écho de la paix. Le comité de suivi du grand dialogue national présidé par le Premier ministre chef du gouvernement se satisfait de la reprise économique progressive dans ces régions et propose 12 mesures pour la consolider. Ces 12 mesures sont également présentées en grande une du journal Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental qui est en kiosque et qui revient sur les recommandations du grand dialogue national. Coup d'accélérateur attendu. 12 résolutions ont été adoptées à Boya le 11 août dernier à l'issue de la 5e session du comité de suivi présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. Les participants ont convenu, entre autres, d'intensifier l'implémentation des mesures de relance économique pour renforcer le développement local, consolider le processus de paix dans les régions en crise. Rétrocession Bakassi au Cameroun. Paul Biya récompensé. Cette récompense nous est présentée de la page 4 à la page 5 du journal Cameroun Tribune. Bakassi, 15 ans plus tard, Paul Biya béatifié. C'est la une du journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe qui précise en page 2 que présenté comme le maître à jouer du transfert de pouvoir sur cette presqu'île le 14 août 2008, le chef de l'État a reçu le prix Grand Sage africain lors des Awards de l'avenir. On en parle également avec l'indépendant de Max Mpanjo, BAT 1. Rétrocession de Bakassi au Cameroun, Paul Biya, le sage africain. Paul Biya est donc présenté ici comme étant le sage africain et les détails sont à lire en page 4. Breaking News consacre sa grande une à cette actualité. Rétrocession de la presqu'île de Bakassi, Paul Biya élevé au rang de grand sage africain. En page 3, on en parle. Lors de cette cérémonie, on nous fait également savoir que Gaston Elundou Essomba a reçu un prix, 3e édition des Awards de l'avenir. Elundou Essomba reçoit le prix Kilimandjaro du meilleur manager du secteur public. On nous dit également en page 5 que Luc Magouan-Barga Tangana a également reçu un prix lors de cette rencontre. Luc Magouan-Barga Tangana, ministre du Commerce, prix Kilimandjaro de l'excellence gouvernementale. On en parle avec le journal Breaking News. Les du Sahel de Guibaï Gatama nous amène du côté de Kaikai, où 4 morts et des blessés ont été enregistrés dans un conflit intercommunautaire. On en parle avec le journal L'Œil du Sahel, qui parle donc de ce conflit intracommunautaire. En page 3, Gouna, un preneur d'otages, enlève et tue un nourrisson. L'actualité est présentée en page 5 du journal L'Œil du Sahel, qui nous précise ici que ce dernier est entre les mailles de la gendarmerie. Direct Info de Samuel Bonjour parle de la fondation Table Ouverte Wakeko, le don de Dieu. Plus de 120 millions de francs CFA investis pour les jeunes dans le cadre de la 8e édition de Ndé Vacances Utiles 2023 sous l'impulsion de Célestine Kecha-Cortez. On en parle en page 3 et 4 du journal Direct Info. Nous refermons cette revue de presse avec ce magazine thématique qui s'intéresse à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, secteur public et même dans la société civile. Le journal propre de la nation nous amène à présent du côté de la CCAA. On parle de la Cameroun Civil Aviation Authority, une structure au service de la bonne gouvernance. Entretien exclusif du président de la cellule de lutte contre la corruption à la Cameroun Civil Aviation Authority, à lire donc ce journal qui consacre cette actualité en
grande une. On présente également ce dossier. Comment l'éducation peut contribuer à la lutte contre la corruption. Le magazine propre de la nation présente ici les éléments qui entrent en jeu pour permettre naturellement à l'éducation de contribuer efficacement à la lutte contre la corruption au Cameroun. ADC, on nous fait donc savoir que l'ADC mène une campagne de sensibilisation aux actions de réduction de la fraude au sein des aéroports de Yaoundé et Douala. On s'intéresse également aux écroulements des bâtisses au Cameroun entre incivisme, tolérance administrative et corruption. C'est bel et bien le magazine propre de la nation qui nous permet donc de faire le tour pour parler de lutte contre la corruption au Cameroun avec naturellement ces secteurs qui sont présentés dans ce magazine. C'est bel et bien avec ce magazine que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement que 4 pièces de 100 francs suffisent pour que vous puissiez avoir votre journal disponible en kiosque ce mercredi matin. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci également à tous les téléspectateurs que je retrouve une fois encore fièrement ce matin. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant qui attirera notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h ce soir, la rédaction centrale d'Info TV s'intéresse donc à la reprise du côté des administrations publiques après cette longue trêve. On essaye de voir si les bureaux sont encore fermés ou alors les bureaux ont ouvert leurs portes très tôt ce matin. Nos équipes sont sur le terrain pour toucher du doigt le climat qui règne parce que vous savez qu'il y a quelques jours seulement, il y a quelques mois, le Premier ministre avait interpellé les uns et les autres quant à ce qu'il avait constaté lors de la célébration de la fête de l'unité au Cameroun avec certains bureaux qui ont été abandonnés. Le Premier ministre avait donc rappelé les fonctionnaires à l'ordre. On va donc aller toucher du doigt ce matin ce climat qui règne toujours après une longue trêve. On parle de ces fériés et ces manifestations à n'en plus finir qui permettent souvent aux fonctionnaires qui sont dans le secteur public de se reposer un tout petit peu. Après donc, il faut donc voir si le travail a repris dans ces administrations et nos équipes sont donc sur le terrain pour toucher du doigt cette réalité. On parle d'administration publique au Cameroun. Il faut dire TVB que les Camerounais adorent le repos. Hein. Exact. Les Camerounais adorent. C'est un constat qui est fait. Vous savez que nous sortons de 4 jours de repos. Bien évidemment. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça fait 4 jours. Et certains pensent que c'est petit. Ils pensaient qu'il fallait juste qu'on achève juste la semaine. On achève la semaine. On achève la semaine et on commence la semaine prochaine. Oui. Donc on va même commencer vendredi. C'est un pays sérieux encore ça? Nous sommes dans un pays sérieux. Ah bon? Oui, elle parfait. Avec une telle mentalité. Ces mentalités seront corrigées et sont en train d'être corrigées. Vous parlez là comme un militant du RDPC en téléchargement. Non, je parle tout simplement comme la jeunesse de demain qui voudrait que les choses changent. TVB, El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à vos téléspectateurs fidèles. Merci beaucoup. On accueille également cet autre invité qui est venu nous dire bonjour ce mercredi. Lui, c'est Jean-Paul Ebolekem. Bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à tout le panel. J'accuse un petit retard dû aux embouteillages, mais je suis quand même assez content, assez fier de rejoindre ce panel qui a toujours été de haute facture. Vous savez que les embouteillages existent depuis au moins une quarantaine d'années à Yaoundé. Mais ça ne fait que continuer. On est déjà obligé de faire avec. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait bravé toutes ces difficultés et qu'on soit arrivé ici dans ce studio. Il faut dire que vous êtes chercheur en sciences politiques dans le domaine des relations internationales. Oui, tout à fait. Je suis un jeune chercheur et je continue dans plusieurs activités à défendre certaines réalités que les jeunes ont au Cameroun en ce qui concerne l'appropriation de la chose politique. Nous avons amené un certain nombre d'actions pour encourager cette frange de la population qui n'est pas négligeable dans la direction politique de ce pays, à travers plusieurs initiatives, les inciter à s'inscrire sur les listes électorales, les inciter à entrer dans les partis politiques et à participer ensemble pour la construction d'une Afrique en éveil. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce que l'Afrique a comme problème, on a besoin d'une jeunesse complètement éveillée pour pouvoir
porter les aspirations du peuple et défendre ce continent qui est véritablement un continent d'avenir. Merci bien Jean-Paul pour cette intro. Je voudrais dire à l'endroit des téléspectateurs qu'il y a ce nouveau magazine, l'un des derniers au niveau justement de la presse camerounaise qui vient de voir le jour. Il est néanmoins à sa 3e parution. Il s'agit de Probe de la Nation qui justement est en kiosque depuis hier. Il faut faire un tour en kiosque pour essayer d'avoir l'actualité. J'ai feuilleté ce magazine et je pense qu'il est un magazine de qualité mais également de quantité pour ce qui est du volume de l'information justement contenue dans ce magazine. Ce 3e numéro par exemple revient sur les ADC mais également sur l'éducation. Donc faites un tour en kiosque, je vous le suggère vivement. Vous ne serez pas déçus d'avoir votre numéro Probe de la Nation qui est donc le nouveau bébé au niveau de la presse camerounaise, 3e parution. Ce matin également, lorsque TVB nous livrait avec maestria tout à l'heure la revue de la presse, 2 actualités ont retenu notre attention. Comment pouvait-il en être autrement? Pratiquement l'essentiel de la presse camerounaise revient sur cette forte actualité du côté de la Fédération camerounaise de football avec les décisions émanant du TAS. Le TAS qui est le tribunal arbitral du sport. Pour l'essentiel de ces résolutions qui nous viennent du TAS, la FECAFOOT est tout simplement mal en point, que ce soit du côté du journal L'Émergence. On parle des mauvaises nouvelles venant du TAS. Le journal Le Jour d'Aman Mana parle également de cette folle actualité en nous faisant comprendre que le TAS, par exemple, vient de réintégrer Guibaï Gatama dans le comité exécutif de la FECAFOOT. Mutation de Boyomo parle simplement de cette tasse amère du côté de la Fédération camerounaise de football. Nos invités sur le plateau, s'ils en ont convenance, colleront justement un mot face à cette forte actualité du côté de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas tout. Une bonne partie de la presse a également estimé que Paul Biya était un sage africain et nous avons pour prétexte justement cette célébration de la rétrocession de la presqu'île de Bakassi à l'État du Cameroun. Selon le messager de ce jour, Paul Biya a été béatifié. Paul Biya également, selon d'autres observateurs, est tout simplement un sage africain. Voilà, chers amis, 2 sujets donc qui ont retenu notre attention. Je ne sais pas pourquoi Bernardo regarde ailleurs. Je commence donc par Bernardo. On va faire comme d'habitude. Vous avez le choix entre parler des mauvaises nouvelles du TAS, mais également de parler de Paul Biya qui a été béatifié avec pour prétexte justement la rétrocession de Bakassi. Nous célébrions l'événement, je pense, c'était le 14 août dernier. Vous parlez de quoi? Des 2, je vais être concis. Des 2. Allons-y. Pas de problème de temps. Alors, concernant la sentence rendue par le TAS, j'ai l'humilité de confesser que lire une sentence arbitrale demande beaucoup de concentration. Et hier après-midi, j'étais particulièrement occupé, ce qui fait que je n'ai pas véritablement lu la sentence arbitrale rendue par le TAS. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, j'ai pris connaissance de l'essentiel des dispositions contenues dans la sentence rendue par le TAS, notamment la réhabilitation consécutive de plusieurs personnes qui avaient été mises à l'écart par l'exécutif de Samuel Eto'o. Donc j'ai par exemple lu dans les médias sociaux, vraiment j'ai pas eu la sentence, que Guibaï Gatama avait été réinstallé, Maître Hachette à la commission de recours, le magistrat Hachette également à la commission électorale. J'ai lu comme ça. C'est une situation assez délicate pour la FECAFOOT parce que c'est un coup près sur la tête de l'équipe à Samuel Eto'o, mais c'est une décision qui a été rendue par le TAS, la justice suprême sportive, et dont la FECAFOOT doit se plier. La FECAFOOT doit exécuter la sentence qui a été rendue sans autre forme de procès en principe. Maintenant, si elle veut prendre d'autres actions, elle pourra le faire. Mais comme je n'ai pas encore eu la sentence, je ne peux pas la commenter. Peut-être je le ferai demain si j'ai eu 30 secondes pour le faire. Mais pour l'instant, vraiment, je ne l'ai pas lu. Alors, moi, je vais vous poser une question. Hein. Oui. Ne pensez pas que vous allez passer comme ça. J'ai quand même quelques relances. Vous avez vraiment dit au niveau de la décision du TAS, il y a plusieurs décisions qui ont été rendues. Mais maintenant, certaines décisions
intéresse au plus haut point certains analystes, notamment, vous avez l'a dit, Guiba Gatama, qui a eu gain de cause du côté du TAS. Il doit retrouver le comité exécutif de la FECAFOOT. Vous savez que Samuel Eto'o, je vais parler comme au village, l'avait chassé de ce comité. Le TAS le réinstalle. Vous avez également ce club de football dont j'oublie le nom, Panthère Dundee, qui a également eu gain de cause du côté du TAS. Vous avez d'autres décisions, par exemple la Ligue de football professionnel du Général Semengue, ils ont également eu gain de cause, pour ne prendre que ces cas-là. Moi, la question que je vous pose, et là je m'adresse aux juristes que vous êtes, autant de claques de Samuel Eto'o devant le TAS, est-ce que cela démontre que du côté de la FECAFOOT, vous n'avez pas de bons juristes? Comment on a fait en sorte que Samuel puisse s'engluer dans un tel trou, dans un tel fossé? Vous riez, Bernardo, mais moi ça me fait pas rire. Comment toute une institution comme la FECAFOOT a eu à prendre une série de décisions de cette manière-là en toute illégalité, puisque le TAS vient de le prouver. Que font les juristes de la FEDE? C'est compliqué d'y répondre de façon plate, vous l'aurez compris, parce que c'est vrai que votre interrogation est partagée par beaucoup de personnes qui estiment qu'à la Fédération camerounaise de football, sur le plan juridique, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de manquements, beaucoup de décisions qui sont rendues contre la Fédé. C'est un problème. D'ailleurs, même, c'est une situation qui a précédé Eto'o, parce que même du temps de Seydou Mbonjo, il y a beaucoup de gens se plaignaient de ce que la FECAFOOT perd beaucoup de procès par devant le TAS. Donc, moi, je ne peux pas répondre de façon mécanique, de façon naturelle. Entre-temps, je vous ai compris. Je vous pose une autre question. Oui. Est-ce que les juristes de la FECAFOOT, eux, ils ont le potentiel, ils ont la compétence, mais c'est celui qui gère la FECAFOOT qui ne veut pas écouter ses juristes? Je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas un des avocats de la FECAFOOT. C'est compris. On vous a compris, Bernardo. C'est compliqué de répondre. Concernant le président Paul Biya. Le président Paul Biya, la vérité est que on le peint généralement comme un sage, mais pour moi c'est un peu mitigé, vous l'aurez compris. Naturellement, il incarne le prototype, le profil naturel et sociologique du sage avec sa longévité, sa durée, son expérience. Mais sur le plan pratique, la réserve que j'émets vient de ce que je me demande si la sagesse n'est que pour les étrangers. Parce que au Cameroun, dans ce que nous vivons, on n'a pas l'impression d'être un environnement dans lequel on est protégé par un sage. On souffre, on a beaucoup de problèmes, on n'arrive pas à se nourrir, à se loger, à se vêtir, à se soigner. Et donc on se demande bien si la sagesse dont on parle n'est vue que par les étrangers. Parce que sur le plan local, beaucoup de personnes la remettent vraiment en question, conséquemment aux conditions de vie délicates dans lesquelles les Camerounais baignent. Donc que soit un sage, je le pense partiellement, mais de façon effective, je me dis quand même que c'est une sagesse qui ne profite qu'à une caste infime de personnes, alors qu'on voudrait que la majorité également en profite. Donc, sur la question de la sagesse, vraiment, permettez-moi d'émettre une grosse réserve, mais de confesser que naturellement, il a tout le mérite de l'être. Merci beaucoup, mais disons quand même qu'il y a certains faits qui démontre que le président Paul Biya est un sage. On en parlera peut-être un autre jour, Bernardo. Le temps pour nous de passer la parole à Bienvenue et Somba. Bienvenue, vous avez le choix entre parler des mauvaises décisions venant du TAS à l'endroit de la FECAFOOT. Maintenant, vous pouvez aussi parler du président Paul Biya en rapport avec la rétrocession de la presqu'île de Bakassi. Et pour beaucoup, le Paul Biya est un sage africain. Tout comme vous pouvez parler des deux sujets. Oui, merci Perfecto pour aller un peu plus vite aussi, comme Bernardo l'a fait. Bon, tu sais, quand l'État perd son action sur l'activité économique et sociale du pays, tel que c'est le cas du Cameroun avec le libéralisme, le néolibéralisme, ça doit aller dans tous les sens. Ouais, quand l'État intervenait encore puissamment dans l'activité du football, on ne pouvait pas vivre toutes ces choses-là. Ah bon? Ah oui. On ne pouvait pas les vivre. Maintenant, c'est la lutte d'intérêt. Chacun y va de son intérêt, chacun va avec ses moyens. Et vous voyez, quand vous évoquez le TAS, je crois que la CAF, la Confédération africaine, a d'abord donné des sentences contradictoires. Et il y a même encore une autre enquête qui est pendante du côté de cette CAF. Donc la CAF n'a pas encore rendu sa copie concernant la nouvelle enquête qui a été lancée. Voilà, mais moi j'ai vu un document hier qui disait plutôt le contraire de ce que le TAS. Je crois qu'il y a un journal qui
qu'il a dit, et des sentences qui sont annulées, d'autres qui sont... Donc ça va dans tous les sens. Bon, mais comme je crois que c'est le TAS qui est quand même le dernier recours. C'est le dernier recours. Le dernier recours. Le plus haut niveau en matière d'arbitrage au niveau du sport. Mais c'est la preuve que ça va dans tous les sens. Bon, maintenant on va repêcher les équipes en tête. Banganté, tu as fait allusion, je ne sais pas depuis combien d'années ça s'était joué. Quand on va les repêcher aujourd'hui, c'est pour les classer où? En ligue, en championnat d'élite, de première, ou bien en seconde, en régional, je ne sais pas. Bon, donc en fait, le vrai problème, c'est que l'État a perdu sa mainmise. Et là, je vous pose une autre préoccupation. Est-ce que du côté de la Fédération Cameroun de football, on pouvait éviter ce qui nous arrive maintenant du côté du TAS? Je ne m'y connais pas très bien, mais par analogie, je peux dire que dans le domaine des assurances, il y a ce qu'on appelle l'auto-assurance. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé, si tu es fausse victoire, tu n'es pas obligé de couvrir, d'acheter une police d'assurance pour tes véhicules. Parce que tout dommage que tu vas causer à quelqu'un sur la chaussée, tu es capable de bloquer et de l'argent pour indemniser. Vous voyez? Donc, on a des procès qu'on peut engager, sachant que on va assumer le résultat. Vous voyez? Peut-être. Du côté de la FECAFOOT, il faut avoir de bons juristes, le président peut être fort, mais il dit, quel que soit, je m'en fiche du candidat, moi j'engage le procès et puis je vais assumer le résultat. Bon, moi je peux aussi, je vois le problème de cette façon, de ce côté-là. Bon, maintenant, je viens maintenant sur le président de la République. Le président de la République, c'est un sage, vu qu'il est à son âge. Et quoi qu'il est, il est réputé comme être sage africain. À l'extérieur, même à l'intérieur, contrairement à ce que Bernardo a dit. Bon, on a parfois dans les réseaux sociaux, on voit des commentaires sur le fait que tel président a dit, le président du Rwanda a dit qu'en Afrique, il ne peut écouter que le président Biya, tel président a dit bon, on va aussi même en international, avec Poutine, avec d'autres présidents. Mais je dis, même à l'intérieur, le président de la République est un sage. Il est sage. Vous avez quelques faits qui montreraient qu'à l'intérieur du pays, le président Paul Biya a fait montre de sagesse sur un certain nombre, comme je disais tout à l'heure, de faits, d'actes, des situations, ainsi de suite. Nous n'avons pour preuve que le cas de Bakassi. Nous avons pour preuve la résolution je crois que c'est le président de la République qui a pesé de tout son poids. Il a convaincu. Enfin, vous pensez que c'était une fois de plus la matérialisation de sa sagesse? La matérialisation de sa sagesse. Dans d'autres circonstances, sous un autre ciel, on serait parti dans une guerre interminable avec le Nigeria. La crise anglophone, point d'interrogation. Même la crise anglophone, je crois que la communauté internationale a souhaité plusieurs fois que cette affaire s'embrase. Je n'en doute pas, M. Essomba. Vous êtes un papa pour moi. Oui. Chez nous, on dit l'homme sage voit le mal venir de loin. Parfait, ici, sur ce plateau, souvent, m'a dit Bernardo, l'affaire que tu vas engager, ça va finir comme ça. Et des fois, je viens lui dire, El Perfecto, tu as été un prophète, on est d'accord. Donc, en principe, s'il faut synthétiser... Bernardo, il n'y a pas de règle sans exception. Peut-être dans ce cas-là, mais je crois que même dans ce cas-là, le président de la République a vu venir. D'accord. Le président de la République a vu venir toutes les crises auxquelles le Cameroun est confronté aujourd'hui. C'est pour ça que, moi je prends un exemple concret. Par exemple, il a restructuré son armée pour faire face au Boko Haram, pour faire face aux agressions qui devaient venir du côté de Centrafrique, et même pour faire face à la crise intérieure. Bon, quand on parle de crise intérieure, il faut voir aussi que dans cette crise, il y a la main de l'extérieur. Ah oui, donc, vous voyez, nous sommes dans un monde globalisé. On ne peut pas éviter, même à l'intérieur des États-Unis, il y a des problèmes. Il y a des mouvements sécessionnistes. Il y a des terroristes qui vont dans les écoles, tirent sur 50 enfants. Mais on ne va pas dire que le FBI ou bien la CIA n'a pas vu venir cela. Le monde libéral, comme on dit, la liberté, c'est la confrontation permanente entre les intérêts. Merci beaucoup, bienvenue Somba pour votre regard matinal. Nous passons aussi la parole à Jean-Paul Ebolekem. Jean-Paul, vous avez le choix entre parler de la FECAFOOT ou alors de parler du président Paul Biya, le sage africain, ou alors de parler des deux sujets.
Oui, je vais parler de deux sujets parce que tout à l'heure, le juriste semblait ne pas vouloir aller au fond de choses. Je voudrais coller un mot pour dire qu'il ne s'agit pas forcément de l'absence à la FECAFOOT des grands juristes. Le problème, c'est la manière dont les procès ont été initiés. C'est-à-dire, quand je prends le cas de Guibaï, le journaliste, moi je savais très bien que ça ne pourra pas prospérer au TAS parce que si j'en viens à cette actualité, il a été exclu par un motif qui n'avait rien à voir avec les règles de la FECAFOOT. Ah bon? Oui, il me semblait qu'à un moment C'était un règlement de compte? Non. Peut-être, mais je dis ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, il avait une certaine préférence sur Aboubacar Vincent, qui chaque fois qu'il avait marqué un but, quand il avait fait des exploits, tout le temps il revenait avec le fait que c'était un fils du Grand Nord, avec son mouvement, je pense, je ne sais pas, c'est 10 ou 11 millions de nordistes, à un moment donné avec beaucoup d'activisme, et tout le temps il revenait en train d'exposer ses exploits. Alors à cette époque, le président de la FECAFOOT, qui gère une institution nationale, et avec un certain nombre de personnes, avait trouvé cela un peu malsain dans une procédure où la FECAFOOT devait rassembler, et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui en veulent aussi aux journalistes, qui leur ont dit, mais il faut que ce gars, par exemple, et cesse de cette façon de se poursuivre sur le plan politique, d'utiliser son poste à la FECAFOOT pour essayer d'avancer. Ça, c'est la raison fondamentale. Lorsque vous allez au TAS avec ce genre de raison, vous ne pouvez pas gagner parce que ça n'a rien à voir ni avec le règlement de la FECAFOOT, ni avec celui de la CAF, ni de la FIFA. Donc, juste lorsque vous allez au TAS, qui ne peut pas gagner? Non, lorsque vous allez au TAS, oui, après avoir exclu quelqu'un sur des motifs qui n'ont rien à voir avec, avec le football, vous ne pouvait pas gagner. Si vous allez au TAS, parce que vous, par exemple, ça c'est quelqu'un... Vous pensez donc que du côté de la FECAFOOT, on gère beaucoup plus avec l'émotion qu'avec la règle? Du côté de la FECAFOOT, il y a un problème. C'est que à la tête, c'est un problème d'ego? C'est un problème de leadership. C'est-à-dire la personne qui est à la tête de la FECAFOOT dégage une telle force, une telle puissance, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de son aura, ce qui fait que ceux qui l'entourent peuvent être des juristes, mais ils ont du mal à trouver des justes mots pour canaliser cette énergie, pour lui dire, président... Est-ce qu'il faut des justes mots lorsque vous êtes juriste d'une institution pour dire à la personne que là nous partons, là nous allons droit au mur? Il faut vraiment des justes mots pour le dire, ou alors il faut simplement dire ce que prévoit la règle de droit? Non, il faut dire ce que prévoit la règle de droit. Mais quelle est la conséquence immédiate de chaque fois que je rappellerai à mon leader, voici ce que dit la règle de droit. Vous pouvez être viré. Est-ce qu'il va toujours m'observer comme quelqu'un qui est de son côté ou quelqu'un qui veut lui rappeler des choses qui ne sont pas ses priorités? C'est ça le vrai problème. Donc, si nous avons dans cette maison des gens qui peuvent résister... Vous venez de sortir une expression là. Est-ce qu'il va vous regarder encore comme quelqu'un qui est de son côté? Est-ce qu'en droit, il y a des états d'âme? Non, pas fait ici, je vais vous dire. En politique ou bien en management, vous avez ceux qui vous accompagnent dans la mise en œuvre de votre plan d'action. Nous parlons du droit. Je voudrais demander au président de la FECAFOOT, parce que quand, par exemple, si je viens sur le plan politique, quand le président de la République prend le pouvoir, il s'assure qu'il ait un parlement qui est à sa guise. Parce que c'est le parlement qui vote les lois. Vous pouvez avoir un programme magnifique. Si vous n'avez pas les gens qui vont appuyer vos décisions à l'intérieur de la maison, vous ne vous en sortez pas. Donc, il faut... Vous voyez donc ce qui arrive au TAS? Ce qui arrive au TAS, c'est qu'à un moment donné... Est-ce que c'est pas honteux? Non, c'est un échec, je ne vais pas dire Est-ce que c'est pas honteux? Honteux, Est-ce que ça ne remet même pas en cause la qualité de nos juristes? Parce que je dis, on peut lancer ce débat un peu plus loin. Parce que ce qui vient d'arriver au TAS là, Jean-Paul, je vous dis que c'est grave. On a la nette... Enfin, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, peut-être quand on suit cette actualité au Bangladesh, quelqu'un se pose la question, on va vous regarder comment? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au Cameroun, il n'y a pas de juriste. Non, parfois, bon, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui. Hein. Vous venez de dire quelque chose là tout à l'heure. Jean-Paul, vous venez de dire un truc tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez pris l'exemple du grand frère Guibaï Gattama, que en excluant Guibaï de la FECAFOOT, comme cela a été fait, et maintenant Guibaï qui va au TAS, tout le monde est presque sûr que Guibaï gagnera. Mais pourquoi donc exclure quelqu'un, sachant effectivement qu'on n'avait pas respecté la règle et que si la personne porte plainte plus haut, il aura gain de cause? Justement, c'est le problème que nous condamnons aujourd'hui pour dire nous avons
une bonne personnalité, mais qui demande à être encadré de manière franche sur ses actions. Si nous le canalisons mieux, nous allons faire avancer le football camerounais. Mais si nous sommes là à applaudir... Êtes-vous sûr qu'il peut être canalisé? Monsieur Ibolekem, pardonnez-moi, vous faites attention à pas faire ici. Comment ça? En fait, je ne vous amène nulle part. Je ne vous amène nulle part. Moi, je pose des questions. Le FECAFOOT est ultra sensible. La seule chose peut-être qu'il faut dire au président de la FECAFOOT, et peut-être qu'il sait déjà, c'est que le pouvoir n'est pas fait... Je vous ai fait enfin parler. N'est pas fait pour les gens qui se prononcent trop vite. Une fois qu'on se prononce trop vite, on est sûr qu'on va perdre le pouvoir qu'on a. Maintenant, dans l'affaire FECAFOOT, les juristes, etc., ces éléments accessoires, à la FECAFOOT, il n'y a qu'un seul problème. Bon, le TAS, c'est une affaire judiciaire, c'est particulier. Parce que le TAS, c'est la justice qui a rendu la décision, on se plie, il n'y a pas de débat. L'affaire FECAFOOT n'est pas une affaire étau, n'est pas une affaire football. C'est une affaire de lobby. Et c'est une affaire de personnes qui ne sont pas contentes de ce que les deals présentés au départ n'ont pas été respectés. Et je l'ai dit ici, il y a 5 grands lobbies qui serrent le président Eto'o. Et il y a un seul qui le lâche un peu. Le premier, c'est le grand lobby du Nord. Avec Guibaï Gaïtama, Abdourahmane, ils ont fait des deals, etc. Le deuxième, c'est le grand lobby de l'Ouest. Avec Tagou, avec Kouemou. Il a aussi fait des deals là-bas. Le troisième grand lobby, c'est le lobby du grand centre-sud. Avec l'affaire Stade de Bétois, l'affaire André Onana, l'affaire Yannick Noah, Général Semenge. Quatrième grand lobby de la partie anglophone du Cameroun, avec Djalakouane et le reste. Et le cinquième, son bastion naturel, le grand lobby de la côte. Les 4 premiers lobbies se retrouvent plus ou moins lésés par ces agissements. Et il y en a parmi qui sont extrêmement puissants financièrement, qui activent les leviers, qui payent au niveau de la communication, qui ont des stratégies de destruction massives qui sont mises en place. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est sûr que le président est vraiment... Bernardo, là, vous nous amenez sur un autre terrain. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain. Je suis sur le plan... Non, je suis sur le plan du droit. Il n'y a pas de débat. Lorsqu'on a exclu Gabay Gaïtama, est-ce qu'on a respecté la règle, le code du côté de la Fédé? Non. Et très bien. Pourquoi donc vous excluez les gens n'importe comment? Et vous vous levez un bon matin, vous dites Guibaï Gaïtama, fous le camp d'ici, tu ne fais plus partie du comité exécutif de FECAFOOT. Voilà le résultat. Même l'affaire Coq Sportif par exemple. Voilà. Moi je l'avais dit. Coq Sportif, même chose. Même chose. Moi j'avais dit que faire partir Coq était normal, mais la manière posait problème. Et le Coq a eu gain de cause. De même pour on a chassé aussi Concessao, non? Et Concessao a eu gain de cause. Vous reprenez. On a chassé Gaïtama, non? Et Gaïtama a eu gain de cause. Vous voulez qu'on se jusqu'à demain matin? On ne se comprend. Et la question est donc celle de savoir c'est quoi ce management. On vous comprend donc à ce niveau, il y a faute de management, c'est ce qu'on vous dit, parce que la manière de mettre des gens à l'écart n'est pas propre à ce qui se fait en management, l'administration. C'est-à-dire que nous faisons comme au village. Nous faisons comme au village. Je viens ici un bon matin, j'ai dit que Bernardo, tu n'as plus d'espace minier Foulokan. Bernardo Foulokan. C'est comme ça qu'on fait la vie. Je vous rappelle que je suis contractuel sur l'espace minier. Parfait. Bienvenue. Parfois ici, je suis contractuel sur l'espace minier. Si vous me virez, je vous porter plainte. Et on se met dans le cause. Bien sûr, parce qu'on a un accord. Non, il faut voir que c'est pas propre à la FECAFOOT. Hein. C'est comme ça que ça se gère, surtout avec les multinationales. Bon, on te fait partie et on dit qu'on va assumer. Je l'ai dit tantôt, de l'assurance, on va assumer. Voilà. Ça va coûter. Et puis, ils ont les moyens pour retarder ton procès jusqu'à ce que tu meurs. Cette fois-ci, la FECAFOOT ne retarde pas les procès. Mais ils ne retardent pas. Le TAS Depuis qu'on a condamné la FECAFOOT dans l'affaire sportif, ils ont payé quand? Moi, je crois que le procès va traîner aussi longtemps que ça va traîner jusqu'à ce que Etofis ne sera même plus à la FECAFOOT. Une autre administration viendra hériter de ce procès et puis les choses vont continuer. C'est une stratégie de gérer le juridique. Entre-temps, quand même, pour l'image, est-ce que c'est bon? Non, pour l'image, c'est pas bon. Mais ce qui importe à un néolibéral, à un néocapitaliste, c'est son argent. Tant que son argent ne part, qu'est-ce que tu appelles l'image? Il va aller laver son image dans d'autres circonstances. Merci beaucoup. Oui, il y a Jean-Paul qui insiste à coller un mot sur le président de la République, son Excellence Paul Biya. Allons-y, Jean-Paul, en 1 minute. Oui, j'ai été particulièrement fier de voir comment est-ce que la presse nationale a reconnu la valeur d'un homme
d'un grand diplomate, parce que comme je l'ai dit toujours, le président de la République est celui-là qui réglemente la diplomatie camerounaise. Nous savons tout ce qu'il a fait depuis l'apartheid, depuis la période des coups d'État en Centrafrique, jusqu'à arriver au problème de Bakassi. Et ça a été vraiment pour nous une grande joie de savoir que 15 ans après, toute la communauté, qu'elle soit camerounaise ou même nigériane, elle continue à penser qu'il faut dire merci à cet homme qui a su activer tous les leviers. Vous savez, en relations internationales, ou bien en droit international, lorsque nous sommes à l'école, on fait beaucoup d'académies, on fait beaucoup de cours. Mais comment est-ce qu'on va faire pour appliquer? Parce que les procès de ce type sont tellement rares au niveau de la jurisprudence internationale. Alors, le président de la République nous a donné un cas qui permet aux jeunes apprenants, en dehors de ce qu'ils reçoivent comme enseignants, de pouvoir aller voir une application au niveau de comment est-ce que l'affaire se gère sur le plan international. Et nous pouvons qu'être fiers et demandons à tous les pays africains de bien vouloir copier cet exemple. On a des conflits qui sont ouverts un peu partout, mais il faut à tout moment faire valoir la fibre du droit, faire valoir sa sagesse pour que nous évitons, nous, enfants africains, à continuer à se créer des inimitiés, parce que nous avons, au-delà de l'Afrique, des vraies inimitiés à gérer. Merci beaucoup. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre transition. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Ici, sur Espace Méné, nous avons la ferme conviction que nous devons mettre un terme aux abus de toutes sortes. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus, une seule direction, Info TV. Bernardo Basson, la dénonciation du jour. Aujourd'hui, on dénonce les agissements que nous considérons comme maladroits de certains enquêteurs de la brigade de Mvengue. Je pense que vous connaissez Mvengue, dans la région du sud, me semble-t-il. Mvengue, c'est le village de ma mère. Voilà. Donc je connais bien Mvengue. Voilà. Alors, un monsieur est venu me rencontrer ici. Il a eu un souci avec son frère sur une question de limite de terrain dans leur village. Son frère, plusieurs fois, l'a menacé de le tuer pour des questions de terrain. Il s'est rendu du côté de la gendarmerie de Mvengue et il a déposé pas moins de 3 plaintes. Donc une plainte, 2 plaintes, puis 3 plaintes pour dire qu'il était menacé, qu'il faisait l'objet d'une menace d'assassinat et qu'il fallait qu'une enquête soit ouverte afin éventuellement de mettre la main sur les responsables de la menace. Sauf que la gendarmerie n'a pas donné suite à son affaire. Et un matin, son frère est sorti avec son fils, dont le fils de son frère, avec une machette pour venir le découper. Et il tentait de se protéger comme il pouvait, mais là il est arrivé, il avait les doigts complètement découpés, donc avec les bandes là, vraiment les doigts complètement cisaillés, il était là. Et son frère a par la suite déposé une plainte dans la même gendarmerie de Mvengue, une plainte dans laquelle lui il se plaignait, son frère, que celui qui a été victime des coups voulait l'assassiner. Et là, la gendarmerie a donné suite à la plainte au point où le monsieur a même été, une fois sorti de l'hôpital, a été déféré, est allé au parquet, etc. Donc, bon, je ne veux pas rentrer dans le fond de l'affaire parce que c'est pas ce qui nous concerne. Ce que je dénonce, c'est le fait qu'une gendarmerie, celle de Mvengue, reçoive 3 plaintes de quelqu'un qui estime être menacé, ne donne pas suite, mais reçoit la plainte de quelqu'un d'autre par après, il donne suite et pousse quelqu'un qui est même victime de coups, c'est quand même assez surprenant, c'est-à-dire n'écoute même pas son problème, le fait déférer directement, etc. Donc vraiment, ça m'a semblé être extrêmement délicat et j'ai voulu qu'on en parle ce matin pour essayer de donner notre avis. Donc l'affaire est toujours pendante. Le monsieur a fait la cellule, naturellement, vous l'aurez compris. Et quand il s'est exprimé devant le procureur l'a libéré en estimant que vraiment, ça ressemblait plus à un abus qu'à autre chose. Merci. C'est vrai que j'ai également reçu le monsieur ici, à Info TV. Voilà. Avec les doigts... Je vous dis que si vous regardez ce monsieur, il a les doigts carrément coupés. C'est atroce, avec des bandes. Il m'a montré des photos, parce qu'elle a des photos. Je vous dis que c'est affreux. C'est-à-dire on a fait la version courte. Parce que le sang partout, les doigts coupés. On avait l'impression que ce sont des exactions de Boko Haram.
Bon, Mvongo, comme vous l'avez dit, c'est mon deuxième village. Je n'ai pas su que vous devez en parler aujourd'hui, sinon... Parce que je voulais d'abord appeler le sous-préfet de Mvongo, qui est un ami. Vous pouvez toujours le faire. Bon, maintenant, on va passer la parole à ces invités qui sont en studio pour leurs commentaires. Je commence par bienvenue et Somba. Bienvenue Somba, un monsieur donc qui se plaint d'abus. Il a même finalement été déféré alors que c'est lui qui a des doigts coupés, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, perfecto. Je pense que il n'y a pas longtemps, on nous disait que Galax est venu vraiment réorganiser la gendarmerie. Déjà, la gendarmerie, c'est le service, on peut dire, ce sont les intellectuels de l'armée. Parce que même les militaires, même les redoutent. Parce que c'est des gens qui savent écrire. Ils sont formés comme officiers de police judiciaire. Mais, en dehors, moi j'ai mon propre cas que j'ai eu dans mon village, où je suis allé saisir la gendarmerie. Après, on me dit qu'on a libéré les enfants, alors que je suis descendu avec la gendarmerie jusqu'à la maison. On a tout constaté, on a constaté le cas flagrant de vol. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. La semaine dernière, on m'a aussi parlé d'une situation dans ton village. J'ai même cru que ça te concernait. Après, on m'a dit que ça ne te concerne pas. Où un vieux de 75 ans, qui effectivement, il discute le terrain avec le chef. Le chef monte un coup avec la gendarmerie pour dire qu'il garde les terroristes chez lui. On va arrêter un vieux de 75 ans qui se trouverait aujourd'hui même encore à la brigade de gendarmerie de Bankomo. Et les terroristes sont où? Personne n'a vu les terroristes, mais le chef a organisé un complot avec la brigade de gendarmerie de Bankomo. On est parti l'arrêter. Sous d'autres choses, moi j'ai vu que on n'arrêtait pas les vieux de plus de 70 ans pour dire, bon, parce qu'il peut aller mourir là-bas dans la cellule. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, le cas est chiant. Bon, le problème, c'est que lorsque vous allez souvent parler de mon village, il faut souvent d'abord me signaler. Hein. Parce que à gauche, vous parlez de Mvongo. Maintenant, toi, tu parlais de Bankomo. Vous me cherchez même quoi? Non, de toute façon, pour Bankomo, là, on va mieux causer en off. Et une fois de plus, je vais aussi appeler le sous-préfet qui, justement... Mais je vous dis, le sous-préfet de Bankomo, lui, tout comme celui de Mvongo, hein, ce sont des messieurs qui travaillent bien. Parce que je les ai vus en œuvre. Bon, je fais allusion au sous-préfet. Pourquoi? Pour dire que ce sont les chefs de l'unité de commandement en question. Bon, maintenant, vous continuez avec votre analyse. Mais alors, nous constatons que la gendarmerie se livre depuis un certain temps des exactions dans les villages. Comment quelqu'un qui se plaint, qui va poser 3 plaintes, il n'y a pas de... Vous ne faites rien. Mais le jour, c'est lui qu'on va agresser et c'est lui que vous faites arrêter. Et qui est déféré. Avec les blessures, je crois, Benoît. Bien sûr. Mais jusque là on a affaire à quelle gendarmerie? C'est vraiment la gendarmerie, ça? Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on tire encore la sonnette d'alarme ici ce matin pour dire à Galas que s'il s'est endormi, après les prouesses qu'il a réalisées au départ, là, c'est en train de sombrer. Merci beaucoup. Jean-Paul Ebolekem, le monsieur demande justice. Et jusque-là, il me faisait comprendre, comme c'est une histoire que je maîtrise, il est du village des Bombes. Il est du village des Bombes, c'est du côté de Mvongo, donc c'est pratiquement à 11 ou bien 9 km de Mvongo. Et il dit, parce que c'est un problème d'héritage, son grand frère veut tout prendre et ne veut rien lui donner. Entre-temps, le monsieur n'a jamais bénéficié de cet héritage. Il était, je pense, à Yaoundé, et il travaillait, et c'est son frère qui a toujours exploité tout l'héritage, cacaoyère et tout ce qui va avec. Mais lorsqu'il est rentré, quand il réclame donc aussi sa part d'héritage, l'office à son frère commence à lui proliférer des menaces de mort. Et je pense qu'il est monté d'un cran, venant un beau soir, parce qu'il est venu un beau soir tous les 19 heures, avec une machette, et a commencé à le découper sur sa véranda comme un porc. Je suis particulièrement choqué parce que je suis voisin de Mvongo. Bon. Je rappelle que nous partageons le même département. Moi, je suis à Comdeu. À Comdeu. J'ai des amis là-bas. Vous êtes aussi de l'océan. Je suis de l'océan à Comdeu qui est actuellement en train de faire dérouler un super championnat sur le place. Vous avez déjà la route. La route est en téléchargement. Elle viendra un jour. Le sage vous donnera la route. Non, il a déjà donné. Nous fêtons même déjà, parce qu'actuellement nous avons un championnat au village, championnat de vacances,
qui a été organisé par Latière et Wilfried. Ayo, Actuellement, ayo. nous sommes en train de jouer les demi-finales et j'ai dit bravo à l'équipe de Koumé qui va rencontrer l'équipe d'Akom tout à l'heure. Donc, pour revenir à cette histoire, c'est vraiment assez difficile de comprendre comment est-ce qu'une institution comme la gendarmerie ne peut pas protéger les plus faibles. Parce que vous êtes le grand frère. Lorsque vous avez un problème avec le grand frère qui a les moyens, vous lui dites que je vais vous amener à la brigade. Parce que vous espérez qu'à la brigade, on va vous protéger. Mais si c'est le contraire, ça devient assez préoccupant. Et moi, je voudrais dire au ministre peut-être de copier l'exemple. Parce qu'avec la police, ça commence à être un peu différent. On suit des décrets où on sanctionne tel policier. On les déshabille On même. les déshabille. Je ne sais pas si ça se fait à la gendarmerie. Bon, peut-être, comme on ne suit pas les procès dans les tribunaux militaires. Si ça se fait, je pense qu'il faut que le ministre Etoga essaye de communiquer s'il fait ce genre de sanctions. Mais s'il ne le fait pas, il faut qu'on sanctionne les mauvais gendarmes. Ça laisse une image. Parce qu'il faut que la population se sente en sécurité. Moi, je voudrais dire quelque chose pour vous relancer, Jean-Paul. Vous l'avez dit d'une manière ou d'une autre. Oui. Il y a une dizaine d'années, on n'avait plus beaucoup confiance à la police. Les gens pensaient que la police, c'est la corruption, c'est ceci. Et les gens à qui nous avions confiance, c'était la gendarmerie. C'est-à-dire quand on voyait un béret rouge, on se disait que voilà, c'est du sérieux. Oui. Maintenant, si un gendarme est venu, il y aura l'objectivité, Tout à fait. il y aura la justice, il y aura ci, il y aura. J'ai l'impression que la gendarmerie elle-même commence à vouloir déranger. Elle commence Vraiment, à nous faire la voulons police attirer avant. l'attention vraiment du ministre Galax Etoga. Ces gendarmes-là, beaucoup d'entre eux, ça va dans tous les sens. Tout à fait, on a l'impression que la gendarmerie veut devenir la police d'avant. C'est que nous ne souhaitons pas. Il faut absolument que des sanctions exemplaires soient prises et qu'elles soient connues de tous pour qu'on essaie d'améliorer l'appréhension, la perception qu'on a de cette gendarmerie-là, qui peut-être fait un bon travail, mais qui est zappée par un certain nombre d'individus. Il faut les mettre sur la place publique, il faut les sanctionner pour que tout le corps puisse se relever et que ce corps vraiment, qu'est la gendarmerie, protège les plus faibles comme cela se doit. Merci beaucoup Bernardo, vous-même qui avez raconté le Congolais, vous qui êtes également juriste. Ce que je retiens déjà est que il faut donc féliciter le procureur du côté de Kribi, lui justement qui a purement et simplement relaxé celui qui avait été déféré à partir de la gendarmerie de Mvongue. Le procureur a trouvé que c'était même un abus. Il a purement et simplement relaxé ce monsieur. Donc, bravo au procureur de Kribi. Oui, parce que c'est au terme d'une procédure. Le procureur a reçu les rapports, les procès-verbaux qui lui ont été transmis par la gendarmerie de Mvongue, et dans les procès-verbaux, il a certainement lu ce qui s'était passé, ce qui avait été consigné comme des positions de la part des protagonistes de la situation. Il faudrait peut-être rappeler trois choses ici. La première, c'est que dans les petites localités, dans l'arrière-pays, généralement, les autorités sont investies de plus grands pouvoirs. Elles ont beaucoup d'autorité et elles ont clairement le moyen d'établir la justice. Un aîné à moi me disait que la sagesse ou l'intelligence ne constitue pas quelque chose de compliqué. La sagesse ou l'intelligence, c'est l'application de la morale jusqu'à un certain niveau. Lorsque vous respectez de façon plus ou moins poussée la loi morale, vous devenez sage et on vous dit plus ou moins juste. Et bien sûr, c'est une fleur que je fais à M. Niemek, parce que c'est lui qui me l'avait dit. Donc, dans ces localités, ces autorités doivent comprendre qu'elles ont tellement de pouvoir qu'elles ont clairement les moyens de rétablir l'ordre et l'équilibre, et elles devaient travailler pour cela. C'est pour cela qu'elles sont là, pas pour abuser. Deuxième chose, c'est pas parce qu'on a été agressé qu'on est forcément sain. Ouais. Donc, rien ne dit qu'il n'y a pas eu peut-être de mots déplacés ou d'insultes ou même de coups, de premiers coups. Je ne sais pas. Comme je dis bien, je prends la distance par rapport à cela. Mais au moins, j'avais dit sur ce plateau que lorsqu'on ressent de la douleur, on est vivant. Lorsqu'on ressent la douleur des autres, on est humain. Donc l'enquêteur, lorsqu'il voit quelqu'un qui est découpé, qui est vraiment littéralement attaqué, humainement parlant, il peut être tenté quand même de le protéger. Parce que j'ai toujours dit, même s'il dit avoir dit le droit ne résout pas tout. Le droit n'est qu'une des sciences sociales qui existent. Il y a la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la psychanalyse. Il y a tellement de sciences sociales, et même la morale et la religion.
sont des sciences qui peuvent résoudre des problèmes. Donc, parfois, l'application excessive du droit crée des injustices. En droit, on dit ça, summum ius summa injuria. Donc, il ne faudrait pas que les autorités pensent toujours qu'elles doivent rester dans le livre, dans la pratique mécanique, machinale et martiale des textes, parce qu'à un moment donné, cela crée des injustices. Donc, pour moi, et troisièmement, je vais sortir par là, au niveau de Mvengue, le CED doit interpeller le garant de cette unité-là. Demander exactement ce qui s'est passé, tirer les conséquences et constater si jamais il y a eu abus ou pas, parce que de notre sens, humblement, il y a vraiment eu abus, parce que quelqu'un ne peut pas être autant amoché, autant affecté, autant infecté, et vous continuez davantage à le piétiner. Donc, cet oncle et ce neveu qui ont découpé leurs frères doivent être poursuivis pénalement pour cela. Et le CED doit prendre des sanctions, ou du moins demander des explications aux responsables de la gendarmerie de Mvengue, parce que ces situations sont assez graves. Si la justice, si la police, si la gendarmerie ne peuvent plus nous aider, où est-ce qu'on va aller? Comme il l'a dit, généralement, quand on a un problème, c'est que je vais aller voir la police ou de la gendarmerie, ou je vais voir le militaire plus proche, parce qu'on estime qu'eux, ils sont garants de la justice et de l'ordre public. Donc, si jamais on est attaqué, et on ne peut pas aller vers eux, qu'est-ce qu'on devient? Donc, moi, du côté de Mvengue, il y a une vraie enquête à ouvrir. Le nom même de l'enquêteur qui s'est mal comporté, là, je l'ai. Mais je vais le taire parce que vous savez qu'ici, on n'a pas un problème contre les individus. Mais je vais vous donner son nom en offre, comme ça, quand vous appellerez le préfet pourra l'appeler, son nom est là, il pourra lui demander clairement ce qui s'est passé, parce que le monsieur avait les PV, vous avez sûrement vu, vous a montré les PV, etc. Donc, et là, on pourra avoir une solution claire. Donc, ce monsieur, vraiment, il est victime, et il faudrait qu'on pense à le protéger. Merci beaucoup. Il faut dire qu'au moment où nous parlons, les menaces se poursuivent toujours à son endroit. Tout à fait. Malgré tout ce qu'il a eu, malgré tout ce qu'il a eu comme blessure. Bon, nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Je vous amène d'abord au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto, le Kifi de la modération. Shalom à ton beau panel. Civilité oblige, prompt rétablissement à l'excellent Blériot et radieux anniversaire à la précieuse fille du mort d'Ambasson. Ça me semble que ces 4 jours de vacances étaient sempiternels, tant votre ténacité et votre pugnacité nous ont manqué. Quelles que soient les turpitudes et les vicissitudes des mandatures successives de M. Paul Biya, nous saluons cet hommage à lui rendu, éclairant ses quelques réussites avant de prier Dieu de lui accorder une sortie honorable dans le temps fixé par sa divine souveraineté. L'afro-optimiste Djedjegui d'Abidjan. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici et à tout le panel. J'ai toujours apprécié les interventions de Basson à propos des problèmes de droit. Cependant, je regrette qu'il oublie lorsqu'il s'agit des sujets liés à la FECAFOOT et sur son président, que les juristes comme lui et moi ne connaissent les émotions, car ces textes et lois qui parlent, Blériot et Stéphane et Digui doivent lui servir de modèle. C'est Yohan de K qui envoie le message. Bonjour. Bonjour le sac de modérateur. Quand tu évoques le problème FECAFOOT, on voit bien comment tu arrêtes d'être modérateur. Tu deviens subitement panéliste du camp anti-Eto'o, au point tu étouffes ceux qui évoquent le problème de mafia et autres. Tu veux simplement que tes panélistes disent qu'il faut chasser Eto'o, c'est tout. C'est Blaise Atiko qui envoie le message. Vous voyez donc comment Blaise est. Il dit que moi je suis sur le plan du droit. Il dit que je veux savoir qu'on chasse Eto'o. Qu'on chasse Eto'o à la FECAFOOT, qu'on le chasse pas. Ça change quoi sur ma vie Info TV? Rien du tout. Je suis simplement en train de faire comprendre en tant que modérateur que est-ce que le fait que Eto'o chasse les gens à sa guise à la FECAFOOT honore la Fédé? Le TAS a répondu à la préoccupation. Allez aussi dire au TAS que le TAS veut seulement voir Eto'o partir. Le TAS aussi a enlevé Eto'o, non? Le TAS a enlevé Eto'o. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai bien précisé que ce que le TAS a dit, il n'y a pas de débat dessus. Non, Basson, réponds d'abord. Basson, le TAS a enlevé Eto'o. Non. Voilà. D'accord. C'est Aïe qui a enlevé Eto'o. Peut-être le TAS aussi a enlevé Eto'o.
Autre message. Bonjour parfait, très heureux de vous retrouver ce matin après une pause. Bonne journée, c'est Simon Marius Mba depuis le Boudi. C'est un fidèle aussi, hein, Simon Marius Mba. Bonjour à Simon Marius. Autre message, bonjour et monsieur parfait et merci pour la bonne humeur de chaque jour. Je veux agir par rapport à la dénonciation de ce matin pour dire que nous n'arrivons plus à comprendre ce que fait la gendarmerie dans notre pays. Il y a une fille qui a été égorgée dans le domicile d'un gendarme à Biteng, ici même à Yaoundé. Pourtant, c'est bien ce gendarme qui l'avait invité et curieusement, ce gendarme a été libéré par la compagnie de gendarmerie qui l'emploie sans suite et le corps de la jeune fille remis à la famille pour inhumation alors qu'on ne sait pas où se trouve la procédure. Incroyable. On est vraiment au Cameroun. Ça, c'est le Texas. Monsieur Galax et Toga, je ne sais pas si vous suivez l'émission. C'est que le monsieur envoie là comme message, je pense que ça mérite une enquête. Oui, tout à fait. Essayez d'enquêter. Il n'a pas signé. Il n'a pas signé le message. Ouais. Parce que je peux dénoncer ici, mener les enquêtes dessus et venir verser ça ici. Je crois qu'il faut le contacter. Qui vous contacte après El Perfecto? Ok, je pense que le monsieur doit vraiment nous contacter après cette émission pour avoir de plus amples informations. Parce que ce qu'il vient de dire là pour nous est suffisamment grave. Tout à fait. Bonjour le perfectissimo. Je vois que les mines ont pris un pont. Je me pose toujours une question. Pourquoi lorsqu'on parle de Bakassi, certains esquivent le fait que c'est un leader de parti actuellement d'opposition qui a aussi mené de main de maître ce dossier. Et après, on peut aussi dire que si David, avant son combat, avait eu la possibilité de négocier avec Goliath, il aurait préféré cette négociation. Donc parler de sagesse dans une circonstance comme celle-là est un peu tiré par les cheveux. Concernant le Pichichi qui m'a fait regarder Anzi, on dirait que lorsqu'on cherche un point positif pour lui, ce négatif s'amoncelle de plus en plus. On le comparerait au prof Yamding qui a cru qu'en soutenant le président Biya, malheureusement votre message s'arrête là. Autre message ce jour, bonjour parfait à tous vos invités. Vous vous souvenez qu'il y a un mois, une jeune gendarmette a été assassinée du côté de Koto à Bounamoussadi. C'est toute la population riveraine qui a déploré. Les gendarmes sont revenus le lendemain cagoulés et se sont mis à fouetter tous les passants et à casser les commerces sous le prétexte qu'ils vengeaient leurs collègues. Dans les brigades, c'est argent en main et main suspensive, que les autorités compétentes essaient de faire quelque chose. Je vous remercie. Autre préoccupation, parfait, bonjour. Bonjour à ton panel. Parfait, où est Blériot? J'espère qu'il va bien. Parfait, des nouvelles de Arnaud Victor Yada. Il faut appliquer la loi du talion à ceux qui ont maltraité le monsieur de Mvungue. Bonne émission, c'est Pierre-François. Je vous ai dit que Pierre Blériot ne se sent pas bien ce matin. Il est de Hibou FC. Bon, M. Nyameka aussi dit hier que le hibou est nyctalope. Donc, quand tu le cherches dans la nuit, lui, il te voit. Dans l'obscurité, lui, il te voit. Donc, peut-être, c'était une image pour dire que dans la nuit, il y a les vampires qui le cherchent. Mais il sait que ce sont des petits vampires. Donc, si on le cherche dans la nuit, moi, nous, on va habiter que dans ce la ne sont nuit. pas les décisions du TAS qu'il est en train de commenter quelque Des part. jubilés? Des jubilés. Peut-être qu'il arrose la sentence du TAS quelque part. Je vous rappelle que Blériot lui-même viendra répondre. Tout ce que vous dites l'avait lui dit. On ne trahit pas les choses qui se sont faites quand il n'était pas là. Bonjour parfait et à tout ton panel. Dans l'arrière-pays, les citoyens sont victimes des abus de certains éléments de la gendarmerie. Le week-end passé, le gendarme-major Amougou, en service au poste de la gendarmerie d'Issandja, dans le Mbam Ekim, insulte les citoyens et leur dit d'aller se plaindre où ils veulent. Moi-même, j'ai été victime de ces injures. C'est Hilaire de Niga qui le dit. J'avoue quand même que dans les grandes villes, c'est même peut-être encore passable. Mais c'est dans certaines zones reculées, les gendarmes fonctionnent un peu comme si c'était des rois. Hein. Ils insultent tout le monde, ils tabassent tout le monde, ils piétinent tout le monde, ils arrachent les femmes des gens, et ils vous disent qu'allez vous plaindre là, vous voulez. Ils mangent sans payer, ils arrachent les femmes des gens, ils tapent les gens. Vraiment, c'est excessif, hein. C'est abusé. Autre message ce jour, je vous amène au 240, je pense que c'est la Guinée équatoriale.
Bonjour, le Samori Touré de la modération. Le culte de la personnalité à la FECAFOOT finira par traîner Eto'o-Fils dans la boue et les égouts. Ils doivent se ressaisir et faire table rase en exécutant scrupuleusement la décision du TAS. C'est Jules Hervé Formand, Guinée équatoriale. Bonjour particulier à Francesca, Nouria et Laurent et Somba. Depuis dimanche, vous ne lisez pas mes messages. Vous voyez donc que j'ai lu ton message cette fois-ci. Autre message, bonjour à tout le panel, j'apprécie l'émission, surtout avec le sac de modérateur. Kolian Mokhtar depuis Ngaoundéry. Merci. Autre préoccupation, lisons 3 ou 4 dernières. Bonjour, parfait ici. La jeune fille égorgée à Biteng, dans le domicile d'un gendarme, s'appelait Lorraine et a été la nounou de mon fils en 2017 et je suis très déçu par les enquêteurs de la gendarmerie car une bonne enquête n'a pas été menée pour faire toute la lumière sur cette affaire. C'est Hassan Gonda qui envoie le message. Bernardo, ça commence à aller. Donc ici, Hassan nous dit même que la jeune dame en question était la nounou de son fils en 2017. Appelez-nous après l'émission pour avoir un peu plus d'éléments. Je pense que nous allons en faire une grosse dénonciation. Autre message ce jour, bonjour El Perfecto et à ton riche panel. Pour ma part, les décisions du TAS contre la FECAFOOT ne paraissent pas comme une victoire. Et je suis surpris de savoir que M. Guibaï semble se réjouir du fait qu'il va retrouver un COMEX toujours dirigé par M. Samuel Eto'o. Moi, à sa place, pour rester cohérent, c'est maintenant que je vais alors tout simplement démissionner. Pour le cas du général, si j'ai bonne mémoire, la Ligue a été dissoute. Le TAS le réintègre dans une institution qui n'existe plus. Je pense juste que la fédération doit prendre acte de ces décisions et de continuer son travail de déparasitage et de construction d'un réel football professionnel. C'est Eric Bakedek qui envoie le message. Parfait ici parce que oui. Sur ce point précisément, il n'est pas compliqué pour la FECAFOOT de déconstruire un organe qui lui est greffé. Ça veut dire que la FECAFOOT veut détruire la Ligue. Je prends un exemple. Il y a des montages juridiques subtils pour détruire ça. Bon, quand il dit la Ligue est dissoute, officiellement c'est vrai. Peut-être la Fédé l'a fait brutalement, mais il y a vraiment des montages, il y a des cas. Bon, je ne vais pas le dire à la télé, mais il y a des choses qu'on peut faire. Apparemment, la Fédé, vous aimez la brutalité. Non. Quand je dis montage juridique, c'est justement la subtilité. Brutal, c'est quand on dit dégage. Subtil, c'est quand on te dit, bon, viens comme ça, fais comme ça. Donc on te piège, et quand tu tombes, tu as vu, non. Va alors. Ok. Bonjour à ici au panel. J'avais mon bel oncle qui était gendarme et se croyait tout permis et a arraché 2 terrains à Manjo et il a été empoisonné. C'est Marie Bêche qui envoie le message. On dira paix à son âme. Bonjour parfait. Pourquoi tu nous fais ça? Où est passée Olivia la belle? Bonne émission à vous. Ah, Olivia est là. J'ai vu que Olivia vous créait beaucoup de frissons et même des torticolis. Et je peux même vous dire, à vous qui nous regardez, que la télé n'embellit pas Olivia. Il faut la voir. On est d'accord, Jean-Paul? Oui, tout à fait. Ouais. Pas besoin donc, de j'ai demandé... Olivia est beaucoup plus jolie en face. Ça, pour que l'émission soit un peu plus calme. J'ai demandé à Olivia de se mettre un peu de côté. Là, ça permet à ce que vous vous concentriez sur l'émission et non sur Olivia. Voilà. Bonjour parfait à tout ton panel. On voit bien que quand il s'agit de la FECAFOOT, tes relances à l'endroit de tes panélistes sont orientées. Je suis certain que quand Niamey reviendra demain, il va revenir sur l'histoire de la FECAFOOT. Belle analyse Basson. Eto'o est persécuté par beaucoup de lobbies. C'est Joris Stone depuis Oyomaban. Joris, si j'étais comme ce que vous dites là, je suis obligé de lire ton message là. Même pas ça. Moi, on devrait compter un panel 100%. Une petite question. Vous n'avez même jamais vu un modérateur aussi objectif que moi. Moi, j'ai lu les messages, on m'insulte. Vous avez vu ça où? Un modérateur lit un message, on m'insulte. Je voulais vous demander, vous avez dit tout à l'heure qu'il existe un montage, des montages qui permettraient à la FECAFOOT de mettre hors jeu la Ligue. Par exemple. Je voulais savoir s'il existe des mêmes montages qui permettent à la CAF de mettre un responsable de la FECAFOOT. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est autorisé? Si on peut le faire pour la Ligue, et est-ce que la CAF n'a pas le droit de regarder quelque chose sur les fédérations africaines?
le régime juridique de la CAF est particulier. Oui. En fait, la CAF n'est pas pratique, c'est-à-dire en pratique, elle n'est pas pratiquement tutelle de la fédération. C'est compliqué, on pourra en parler en off. Donc, la CAF a quand même un léger droit de regard, mais la CAF est plus active de manière directe quand il s'agit des compétitions qu'elle organise. Donc, si la FECAFOOT a un problème, vous allez voir généralement que quand il faut une normalisation, c'est la FIFA qui décide. C'est pas la CAF. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la FECAFOOT est pleinement affiliée à la FIFA. Oui. Et accessoirement rattachée à la CAF. Vous voyez. Donc, clairement, la CAF a un droit de regard, un droit de contrôle, oui, mais elle a un droit d'action qui est très limité sur les associations qui lui sont entre guillemets membres, parce qu'elles ne sont pas vraiment membres de la CAF. Mais on pourra en parler en off vraiment. Donc, ce sont des montages particuliers. Et des montages desquels je parle, c'est pour dire qu'en fait, on dirige avec les gens avec qui on se sent à l'aise. Ça, c'est le principe. Donc, si la FECAFOOT, si Eto'o et son équipe ne veulent pas peut-être du général, ou etc., ce que moi, je n'ai pas le problème à voir avec ça, il y a des montages pour les mettre à l'écart subtilement sans que ça ne crée de problème qui arrive au TAS. Ce n'est que ce que moi je veux dire. Et ça existe. Okay, moi, en tant que modérateur, je pourrais faire un effort pour que Bernardo ne dise pas ce qu'il est en train de dire là, non? Non, elle perfecte. Pourtant, vous l'avez laissé dire. Je l'ai laissé. Bernardo vient de le dire, je l'ai laissé. Je prends mon verbe. Bon retour sur le plateau des démineurs de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous posons un regard sur la rentrée scolaire. Pour le cas du Cameroun, elle aura lieu le 4 septembre 2023, environ 2 semaines de cette rentrée scolaire. Je commence par Jean-Paul Ebolekem. Nous nous posons la question ce matin de savoir s'il y a des astuces pour réussir une rentrée scolaire. Vous prenez la parole. Oui, je pense qu'il y a des astuces pour réussir la rentrée scolaire. C'est vrai que ça dépend de réussite. Réussite à quel niveau? Sur le plan scolaire ou bien sur le plan, c'est-à-dire de la préparation des parents ou bien... Préparation des parents, c'est-à-dire avec tout ce qui va avec, inscription, achat de manuels, achat des ouvrages, achat du matériel scolaire et tout ce qui va avec. Y a-t-il des astuces? Nous avons souvent certains parents qui passent le temps à pleurer. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Voilà pourquoi je pose la question ce matin, s'il y a des astuces pour réussir une rentrée scolaire. Pour réussir une bonne rentrée scolaire, il faudra déjà la planifier. C'est-à-dire, elle se planifie du moment où les enfants partent en congé. À ce moment donné, on organise, on regarde où est-ce qu'on peut avoir le moindre coût pour renvoyer les enfants. Et s'il faut les mettre à certaines petites activités commerciales, encadrées. Et à ce moment-là, on est sûr que lorsqu'on arrive au mois d'août, on a moins de maux de tête. Maintenant, actuellement, d'autres petites astuces aussi, c'est de permettre aussi aux enfants d'avoir le nécessaire, c'est-à-dire le nécessaire qui n'est pas forcément un renouvellement chaque année de ce qui s'est passé l'année passée, c'est-à-dire il faut une nouvelle tenue, une nouvelle chaussure, un nouveau sac, non? Il faut essayer de voir avec ce que nous avons comme moyen pour que les enfants puissent démarrer la rentrée, parce qu'il ne faut pas enseigner aux enfants que c'est l'accessoire qui est important. Il faut qu'ils sachent que quand ils vont à l'école, le plus important, c'est qu'ils aillent et qu'ils écoutent ce qui est enseigné là-bas. Il ne faut pas parfois se stresser si mes enfants n'ont pas de nouvelles chaussures parce que la voisine, ses enfants ont de nouvelles chaussures. Non, il ne faut pas se limiter au matériel. Il faut véritablement mettre les enfants dans les conditions simples, les conditions qui leur permettent d'apprendre l'essentiel. Et l'accessoire peut venir en fonction des résultats que l'enfant a. Moi, je pense que si à la première séquence, vous avez les bonnes notes, on peut vous racheter un nouveau sac. Mais si vous ne travaillez pas bien, vous foncez d'abord avec le sac de l'année passée. Donc, il faut essayer d'aménager dans ce sens pour éviter des crises cardiaques en cette période de rentrée scolaire. Merci beaucoup. Bienvenue, Essoma. Jean-Paul parle justement des crises cardiaques qui peuvent subvenir. Rassurez-vous, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Pendant cette période, on a vu certains parents soit choqués, soit risqués de choquer. Vous avez 6 ou 7 enfants, tous scolarisés. Vous n'arrivez même pas à inscrire la moitié dans des établissements. N'en parlons pas du manuel scolaire. Jean-Paul a parlé des tenues et de tout ce qui va avec. Alors, ces parents
qui pleurent à chaque rentrée scolaire, est-ce que quelque part, on ne peut pas également voir un problème de manque de stratégie, un problème d'impréparation, un problème d'inconscience? Oui, merci une fois de plus, Perfecto. Je crois que vous posez là le problème de l'économie de l'éducation. Sous son aspect financement. Comment financer l'éducation de nos enfants? Tout à fait. Voilà. Tout part du fait qu'avec la libéralisation, le président de l'État a instauré un système privé d'éducation. Et l'a rendu système social. C'est-à-dire, on considère l'éducation, c'est une activité sociale qui ne doit pas payer les impôts. Donc au Cameroun, il y a deux ordres éducatifs. Il y a l'éducation privée, l'école privée et l'école publique. Mais on se rend compte donc que, comme dans tout système libéral, l'éducation privée coûte énormément cher au Cameroun. Tout à fait. Parfois, vous réalisez que il y a des maternelles, des écoles maternelles qui coûtent 400 000 francs l'an, peut-être même plus. 400 000 francs. 400 000 francs l'an. École maternelle. École maternelle. Il y a des écoles primaires qui coûtent 150 000, 180 000, 200 000 francs l'an. N'en parlons pas de collège. Et pire encore, l'éducation supérieure, les écoles supérieures. Vous trouvez des universités, je ne veux pas citer les noms ici, privées, qui coûtent, quand ça ne coûte pas cher, c'est 600 000, 800 000. 1,5 million, 2 millions. Voilà. Donc, on est en train d'évoquer là le problème du financement de l'éducation sous le prisme économique. Alors, comme Jean-Paul a dit, les parents se battent comme ils peuvent. Mais le problème, c'est que tout le monde veut offrir une bonne éducation à son enfant. Et on a aussi vu que avec le délabrement et la surface financière de l'État, l'école publique est devenue des Boulganjanga. Il n'y a rien là-bas. Ça veut dire rien, absolument. Comment ça, il n'y a rien? Sens dessus, sens dessous. Bernardo, je crois que tu as un enfant à l'école primaire et il ne fréquente pas l'école publique. Il faut voir son niveau. Il faut même voir ce qui se passe. Et puis, ce mercantilisme de programme scolaire. Moi, j'ai un enfant à l'école primaire qui a 20 livres. Même au collège, moi, je n'avais pas 20 livres. Votre enfant a un sac qui lui donne, qui déforme, je ne sais pas qui si déforme son dos. Je ne sais pas si ces gens-là sont vraiment sérieux quand ils font ce genre de choses. Alors, comment voulez-vous que le parent camerounais s'en sorte? Comment voulez-vous, comme je vois dans Facebook, que le parent camerounais en ce mois ne parle pas seul en route? C'est terrible. Les astuces, on le connaît. Les tontines, les prêts chez les parents, les voisins. Moi, c'est ce que mes parents faisaient. Puis moi-même, les prêts scolaires à la banque. Bon, maintenant, étant donné que nous sommes dans la globalisation, dans le libéralisme, il y a une autre forme de financement qui se pose maintenant. Étant donné que les enfants qui vont maintenant travailler, en fait, c'est le système américain. On te prête l'argent étant étudiant et tu signes le papier que quand tu vas commencer le travail, tu vas payer. Puisque une université en Angleterre, c'est au bas 11 millions, même aux États-Unis, même si c'est une université publique, c'est au moins 11 millions de francs par mois. Et au Cameroun, vous allez travailler Par an, vous voulez dire? Par an, oui. 11 millions de francs par an. Très bien. Donc, il y a cet ordre de financement qui est aussi arrivé. On fait de publicité partout. Vous signez les papiers et ces gens vont s'occuper de ton éducation. Et bon, Bernardo a voulu demander qu'au Cameroun, vous allez fréquenter ou non. C'est généralement les enfants qui veulent aller fréquenter à l'extérieur. Ah, d'accord. Ces enfants qui veulent aller fréquenter à l'extérieur. Même au Cameroun, on peut le faire. Les banques camerounaises peuvent aussi adopter ces systèmes. Ces gens-là vont rembourser quand là, on va financer les études des enfants, des étudiants qui fréquentent dans des écoles où on est sûr qu'à la sortie, il y a quand même quelques écoles au Cameroun, comme la Cato, comme le SEC, et puis ne sais pas quoi, on est sûr quand même à la fin, quelqu'un peut trouver un petit job quelque part, et puis il rembourse son prêt
son financement de l'éducation. Très bien. Bernardo Basson, on parle de la gratuité de l'école primaire au Cameroun depuis de longues années. Je dois signaler que ce fut une décision du président de la République, son Excellence Paul Biya. Sur le terrain, nous ne touchons pas cette gratuité de l'école primaire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe plusieurs On choses. se moque de la bouche du président de la République? Comme souvent, comme pour la CAN. Permettez-moi avant tout de rendre hommage aux parents. Les élèves qui nous regardent, qui font première terminale, je vous demande à vous, les enfants, d'observer vos parents ces jours-ci. Allez dans les banques, allez dans les marchés, regardez les mamans assises au sol pour demander les prêts bancaires, pour demander les crédits bancaires. Regardez les papas qui sortent très tôt, qui rentrent très tard, qui se privent de tout pour faire de la cantine pour vous scolariser. Il faut rendre hommage aux parents. On fait beaucoup de sacrifices pour nos enfants. Et lorsqu'on sacrifie, c'est parce qu'on n'a pas grand-chose. Parce que celui qui a beaucoup ne sacrifie pas, en fait. Il donne, il dépense. Mais c'est celui qui a peu qui sacrifie. Tout à l'heure, vous parliez de l'impréparation. Ce n'est pas le cas. C'est que le Camerounais vit au jour le jour. Le Camerounais moyen n'a pas de moyens, justement, suffisants pour être avant-gardiste. Il essaie d'arrondir les angles, de jongler. Même s'il gagne peut-être 300 000, il a tellement de charges parce qu'il faut habiter en ville, il faut payer le loyer, il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut se soigner. Ce qui fait que la marge qu'il faut mettre en épargne pour scolariser l'enfant devient naturellement fine, étroite, bénigne. Donc, il faut quand même d'abord rendre hommage aux parents qui, chaque année, chaque rentrée scolaire se battent. Moi, j'ai la chance. Là où mon fils fréquente, l'école primaire est gratuite. Là où il fréquente, l'école primaire est gratuite. Ah bon? Oui. J'ai peur de demander, il s'agit de quelle école primaire là? L'école primaire est gratuite Non. depuis... Public ou Elle privé? ne l'est pas. En fait, là où mon fils fréquente, c'est très loin. On s'est compris. C'est au village? Non, c'est pas au Cameroun, je le comprends. Bon. Ah, c'est pas au pays, au Cameroun alors? Je disais... Non, Bernardo, nous voulons... Moi j'ai dit... j'ai la chance. Bernardo, attendez d'abord. Parce qu'il ne faut pas que les gens nous prennent pour des zozos. Moi j'ai dit que le président de la République du Cameroun avait décidé la gratuité de l'école primaire. Ok? Et j'ai encore dit qu'ici au Cameroun, quand vous allez sur le terrain, cela n'est pas respecté. Maintenant vous nous dites que là où ton fils lui fréquente à l'école primaire, c'est gratuit. Je demande donc quelle école primaire? J'ai dit, j'ai la chance. C'est n'est pas au Cameroun. C'est ça? Voilà. Parce qu'il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que c'est un amuseur public. Non, c'est un amuseur. Donc votre fils lui fréquente à l'extérieur. Et là-bas, l'école primaire est gratuite. Très bien. Voilà. Et le système est plus ou moins léger pour lui. Ouais, donc c'est un peu différent. C'est pas pour vanter un système par rapport à un autre. Voilà pourquoi j'ai pas voulu insister dessus. J'ai dit bien j'ai eu la chance. Ça ne veut pas dire que j'ai un mérite particulier par rapport aux autres. Très bien. Donc, concernant les parents, donc, une fois le sacrifice passé, ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, moi, la seule astuce que je peux suggérer, si ça en est une, ce n'est que la solidarité. Parce que financièrement parlant, est tellement limité qu'il faudrait que ceux qui veulent beaucoup de milliards là, qu'ils pensent à acheter beaucoup de cahiers, beaucoup de livres, et que dans leur village au moins, qu'ils aident les parents. Parce qu'on n'aura pratiquement jamais assez de moyens pour donner aux enfants ce dont ils ont besoin pour la rentrée. On fera toujours l'effort. Mais surtout, il faudrait que les parents travaillent pour apprendre à leurs enfants la valeur des choses. L'enfant n'a pas à voir le cahier comme un objet, mais comme un outil. Parce que les parents qui n'enseignent pas à leurs enfants la valeur des choses créent des petits monstres qui vont être gabégiques, qui vont gaspiller et qui à l'issue seront improductifs. Donc quelque part, quand votre enfant a un cahier, expliquez à votre enfant non pas le prix du cahier, mais la valeur du cahier, ce que ça représente pour sa vie. Insistez dessus, martelez dessus pour qu'il puisse donner de la valeur qu'il faut à ce cahier-là. Si vous restez à dire que j'achète ça à 1000 francs, j'achète ça à 2000, j'achète ça à 5000, il ne garde que le prix. Et c'est que vous avez de l'argent. Donc vraiment, il faudrait qu'il y ait un discours cohérent des parents. Parce qu'en période de rentrée, c'est extrêmement compliqué. Moi aussi, tout à l'heure, bon, c'est la rentrée pour moi aussi. Je vais dépenser pour envoyer de l'argent pour que l'enfant puisse aller à l'école. Même si c'est pas pour la penser, il faudra bien acheter les tennis, les habits, préparer le froid et tout ça. Mais, comme je dis, les parents doivent enseigner, un, la valeur et deux, être solidaires. Moi, je vais bientôt donner quelque chose. Comme vous savez que moi je viens de Ngambé, de Boubéa, je vais donner quelque chose, un peu d'argent pour les cahiers qu'on envoie dans mon village. C'est ce que je peux faire. Je ne suis pas Dangote. Je vais donner
quelque chose. Donc, pensez aussi à la communauté. L'Africain pense toujours comme ça. Très bien. Voilà quelques astuces que Bernardo propose. Jean-Paul, un élément, je pense. Jean-Paul, oui. Oui, je voudrais en termes de solutions, parce que nous avons déjà parlé des causes. Je voulais dire que du côté, vous l'avez parlé tout à l'heure, du libéralisme, que c'est ça qui provoque la cherté de l'école. Je pense que nous pouvons, dans ce pays, organiser le secteur éducatif. Parce que en économie, libéralisme ne veut pas forcément dire qu'on laisse à tout le monde là-dessus de faire ce qu'il peut. Aujourd'hui, vous avez les prix de bière qui sont harmonisés. Vous avez les prix des produits de première nécessité, l'huile, ou même si vous êtes dans le privé, le gouvernement dit stop, voilà où vous devez aller. Donc je pense que si on met une étude sérieuse auprès des instituts privés, de l'enseignement primaire ou maternel, on va déterminer exactement le coût qu'on peut fixer pour que tout le monde puisse s'en sortir. Est-ce que ce sera facile? Que j'investis dans mon école, tu me dis ce que je fixe comme coût de la scolarité. Moi, je me dis pourquoi c'est possible. Pourquoi c'est possible au niveau des brasseries de fixer un prix. C'est pas la même chose. Attendez un peu, je vous relance. Oui. Vous voyez, un monsieur met sur pied son école primaire. Prenons l'école primaire. Oui. Où quand vous y entrez, il y a vraiment un très grand standing, d'accord? Oui. Un autre fait également son école primaire, peut-être en planche, ainsi de suite. Ou quand il pleut, il y a même l'eau qui coule à travers la toiture. Vous pensez que si là il y a ce grand standing, on dit que l'école primaire c'est 100 000, un exemple, par an. Là il y a également les planches là-bas, on dit aussi que c'est 100 000 par an. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on définit le standing que nous voulons. Oui. Vous voyez? Pour une école primaire classique dans le privé, nous avons tel type de bâtiment, nous avons tel nombre d'enseignants. C'est ce que nous devons retrouver. Maintenant, si vous voulez faire l'extra, voilà, vous pourrez aller au-delà. Là, on sait qu'on amène son enfant quelque part, c'est parce qu'on a 500 000 à payer. Mais on définit les normes à travers une évaluation des coûts de production dans cette école. On fixe un label, on dit, vous tous, vous devez être à ces niveaux école primaire. Enseignement secondaire à ces niveaux, université à ces niveaux, et à ce moment, on fixe un prix qui permet à tout le monde de s'en sortir. Ça se fait dans d'autres secteurs. Très bien. C'est seulement que peut-être l'éducation. Oui, bienvenue. Je vais ajouter rapidement que ce qui dit est pertinent. Il veut parler de la catégorisation. On peut catégoriser les écoles. Mais alors, le hic, c'est que qui investit dans ces écoles privées? Allez regarder qui investit là-dedans. C'est pour ça que on ne peut pas tout de suite, comme tu as dit, c'est difficile d'essayer d'intervenir dans ce domaine. Et les gens vont toujours vous rappeler que nous sommes... Parce que là-dedans, vous allez trouver les ministres, les généraux, les colonels. C'est à eux qu'appartiennent toutes ces écoles privées et secondaires qui flambent dans la ville. Merci beaucoup. Bonjour, Perfecto. L'homme au timbre vocal logosien. Le locutus des temps modernes, le maestro des maestros. Un proverbe romain énonce que pleure sur un mort car il lui manque la lumière, pleure sur un sot car il lui manque le bon sens. Mais la vie du sot est pire que la mort. Ce proverbe est transposable sur le neuf et sa meute. Nous avons attiré plusieurs fois l'opinion publique sur l'incompétence managériale des copains et des coquins de la FECAFOOD. Mais comme à l'accoutumée, on a cru bon de faire de nous des jaloux et antipatriotes. Bernardo, merci d'avoir reconnu à Mondovision que le neuf est un manager incompétent. Aussi, le peuple n'a pas oublié sa mainmise sur la déchéance du président Issa Hayatou. Et comme le dit un proverbe bambara, qui assomme avec une latte meurt par le gourdin. Non, mais j'ai pas dit ça. Ne me prêtez pas des mots, s'il vous plaît. Je pense que j'ai un niveau d'éloquence 1 sur 10 qui me permet quand même de dire ce que je veux, ce que je conçois clairement. Je n'ai pas dit qui est incompétent, je ne le dirai jamais. Je suis qui pour qualifier la compétence des autres de manière aussi brutale, surtout dans un domaine comme celui-là. Je pense que ceux qui sont incompétents, j'ai souvent dit ici, je pense qu'il y a des ministres qui ne le sont pas. Sur certains domaines, il tout fait mal. Merci beaucoup. Voilà. C'est ce proverbe qui me retient encore sur ce plateau, qui assomme avec une latte, meurt par le gourdin. Qui tu parles? Fais-moi parler. Je vais beaucoup méditer sur ce proverbe-là toute cette nuit. Et la suite du message du monsieur dit, pour la dénonciation, le requérant peut s'adresser directement au tribunal correctionnel. Il a le droit de demander des dommages et intérêts au juge pour réparer les préjudices subis en ce
constituant partie civile pour fausse accusation et demander l'ouverture d'une enquête par lettre recommandée au juge d'instruction. C'est Fabio Otama qui envoie le message. Fabio, corrige ce que tu as dit. Nous allons au 213, c'est l'Algérie. Bien des choses à vous sur le plateau. Franchement, je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui, et ton fils finira en prison. Que celui qui ne me croit pas archive ce message. Moi, j'ai archivé. Nous repartons en Côte d'Ivoire. C'est le 225 qui est connecté. Bonjour, Espace Miné. À la problématique du jour, nous répondons que la réussite de la rentrée scolaire découle d'une bonne préparation. 1. Pour les parents, privilégier les économies auprès. 2. Pour les élèves, faire des révisions intensives à 2 semaines de la rentrée scolaire. 3. Pour les encadreurs, privilégier les cours de vacances. 4. Pour l'État, ériger un impôt aux plus riches du pays pour apporter une allocation aux plus pauvres. C'est la Sentinelle qui envoie le message. Bonjour, dites à votre panéliste de déposer son téléphone. Sa manière de le consulter à l'écran n'est pas polie. Bonjour, Lonkuta de la modération et à votre riche panel. L'école publique n'est pas gratuite. À Douala, école publique du génie militaire, c'est 10 000 francs par 10 000 francs par enfant, soit 3 500 APEE et 6 500 autres. On vous dit que l'État ne donne pas le matériel à temps et il est insuffisant. Après, on demande l'écusson 500, après le bulletin 500, etc. CM2, les cours de samedi, 200 par enfant. Autre message ce jour, je repars du côté de l'Algérie, c'est le 213. Bon réveil à tous, à tout le panel. J'espère qu'il y a la grande forme. Le monsieur en veste bleue a fait une brillante analyse sur le cas de Samuel Eto'o et la FECAFOOT, au point j'ai dit, wow, ce monsieur est pertinent. Mais arrivé sur le cas du Numngi, il commence à faire la talakou et le griotisme. Vous voyez à quel point être atalakoutiste peut faire qu'un intellectuel perde sa pertinence et son éloquence. Franchement, parfois je me demande avec quoi le Numngi tient nos intellectuels, au point tous ont peur de lui dire la vérité. Autre message ce jour, Perfecto, bonjour El Perfecto et aux invités. Un alliage des deux systèmes éducatifs sera bénéfique. Perfecto sans prétention, le sous-système anglo-saxon a une légère avance sur l'autre. Chez nous, Perfecto, on nous enseigne le français, mais pas uniquement la conjugaison et la grammaire. Nous allons plus loin. Avec l'enseignement de la littérature en français, avec les épreuves aux examens officiels, nous répondons en français, ce qui permet aux élèves de faire corps avec la langue. Sans prétention, le sous-système anglo-saxon est jusqu'ici le meilleur, jusqu'à ce que nous jumelions les deux. Moi-même, j'en suis sorti bilingue. Bonjour à mon papa Blériot et à mon tonton Bernardo. C'est Loric. Merci Loric. Autre message ce jour. Perfecto. Pour l'éducation. Bonjour Perfecto. Le valeureux petit de Vengue, le village de ma belle-sœur. Bonjour Bernardo, la jeunesse intelligente du Cameroun. Bonjour au panel et très bonne guérison au sage Blériot qui nous manque sur le plateau. Pour la dénonciation, je voudrais simplement demander à Perfecto de faire son travail de journaliste et d'élite stratégique de son village maternel. Et l'affaire sera réglée rapidement. Oui, Vungue est bizarre avec ses services des forces de l'ordre, car je connais un gendarme ressortissant du Grand Nord là-bas qui est totalement oublié avec plus de 20 ans sur place sans qu'on ne l'affecte, mais qui malheureusement est le plus grand ivrogne de la ville de Mvungue. Au point de commander des bières dans les bars. Tout le monde le connaît en Mvungue. Je ne sais même pas s'il vit encore. Donc Perfecto, tu es très bien placé pour résoudre certains problèmes là-bas. C'est King de Yaoundé. Mais tant mieux qu'il prenne une femme chez nous et qu'il reste, on va l'encadrer. Je suppose qu'il a mis aussi des champs là-bas et beaucoup de terrain. Beaucoup d'enfants. Alors, on va boucler, hein. Autant nous parlons de la préparation au niveau financier des parents et tout ce qui va avec, autant nous pouvons aussi parler de la préparation, Bernardo, des élèves qui vont retrouver le chemin des classes, surtout les élèves du secondaire. Nous sortons pratiquement de 3 mois de vacances.
comme quelqu'un le disait tout à l'heure, à 2 semaines ou bien à 3 semaines, est-ce qu'il n'est pas bien que l'enfant recommence à se mettre dans les conditions qui voudraient que l'école va bientôt débuter? Et quelles devraient être ces conditions? Une semaine, je dirais, hein. C'est-à-dire pas 2 semaines. 2 semaines, ça me semble quand même relativement long, parce qu'on sort aussi de 9 mois de compétition, entre guillemets. Il faut bien prendre le temps de se reposer. Une semaine avant, je pense qu'il faut déjà régler la question de l'horaire, les horaires de réveil. Parce que durant les vacances, des fois, on prend de mauvaises habitudes, on dort jusque très tard. Et donc, il faut commencer une semaine avant. Et la maman doit bien sûr contribuer, pour ceux qui ont la maman à côté d'eux, à réveiller l'enfant déjà beaucoup plus tôt, 5-6 heures, commence à faire le ménage et tout ça pour se préparer. Et aussi pour ceux qui seront en classe d'examen, il faut déjà commencer à s'intéresser progressivement aux matières qu'on aura au courant de l'année à venir, commencer à s'intéresser également au contenu des différents programmes. Et enfin, garder en ligne de mire que la fin d'année commence le jour. Donc, on prépare l'année dès le premier jour. Donc, pour moi, les parents doivent accompagner les enfants. Quand je dis parents, c'est oncle, grand frère, cousins, etc., qui sont aînés. On va accompagner les plus jeunes dans leur parcours parce que ce n'est jamais facile. Merci beaucoup. Hein. Il y a quelqu'un qui me dit également ici que bonjour le plateau, je vous assure, vous trouverez une maîtresse. Elle vend les beignets dans la salle de classe. Les élèves cassent le pistache, désolant. Mais parfait, ici sur l'affaire de casser les graines de pistache là, quand j'étais petit, moi je le voyais quand même ça. Hein. Il y avait des maîtresses qui venaient avec des plastiques de pistache. Et ce sont les élèves qui cassent. Les élèves cassent. Incroyable. Mais c'était quand même assez particulier. On dira... Il y avait aussi, moi particulièrement, ma mère aimait mettre les frites de plantain dans le bol avec les œufs. J'avais une maîtresse là qui était très énorme quand même. Elle ne me respectait pas. Elle faisait moitié-moitié avec moi. Moi, je ne donne pas. Elle me taxait sur mon propre bol. Et ce n'est pas bon. Jean-Paul, les élèves qui cassent dans le pistache, dans les salles de classe, on dira carton rouge à ces maîtresses qui s'amusent à le faire. Oui, c'est quelque chose qui doit relever du passé. Hein. Nous devons passer à une autre étape. Mais je voudrais centrer mon dernier propos sur les rentrées scolaires dans les zones reculées. Oui. Parce qu'on a comme l'impression que c'est Yaoundé-Douala, non. Nous avons des établissements scolaires dans les zones reculées où les enfants éprouvent d'énormes difficultés. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire, parfois, vous arrivez, c'est au mois d'octobre. Il pleut abondamment, la route est mauvaise. Donc, moi, je demande aux enfants, dès à présent, de commencer à réviser leurs leçons, ne pas attendre le début des cours. C'est vrai que lorsqu'on passe en classe supérieure, mais il faut chercher à côté. Il faut d'abord un effort personnel en cette rentrée scolaire, en attendant que les enseignants qui ont certaines difficultés à arriver sur le terrain puissent arriver. Et ne croisez pas les bras, n'attendez pas tout de l'enseignant. Vous êtes dans des zones reculées, vous avez un objectif à atteindre, vous devez faire briller vos familles. Donc je demande à tous ces enfants de la zone rurale, particulièrement à ceux-là comme de chez moi, de bien vouloir commencer le travail pour ne pas être surpris à la dernière minute. Bienvenue Essomba, réussir une rentrée scolaire dans un pays qui s'appelle Cameroun passe également sur la facilitation des salaires des jeunes enseignants. Parce qu'il y a également ce problème-là au Cameroun. Je ne sais pas s'il a déjà été résolu. Les jeunes enseignants qui sortent de l'ENS, on les affecte pourtant, mais sans salaire. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à résoudre ce problème pour cette rentrée scolaire? Un enseignant qui est affecté, surtout une fois de plus dans les zones reculées, doit avoir son salaire pour qu'il puisse normalement effectuer sa tâche. Parfait, c'est vrai qu'on en parle un peu tard, parce que là aujourd'hui, si ce n'est pas fait, ce n'est pas d'ici le 25 que le ministre des Finances va prendre la décision de mais il peut toujours le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais aussi, il y a des salaires de tous les autres fonctionnaires, même de ceux qui travaillent dans les privés. Parce que le problème qui va se poser aussi lors des rentrées scolaires, c'est le problème de la sécurité des enfants. Vous savez, tout le monde, les enfants qui sont partis en vacances ailleurs, tout le monde va attendre que les salaires du 25 passent avant de ramener ou de renvoyer l'enfant. C'est ça qui met les compagnies de transport sous pression, les chauffeurs sont sous pression et puis la conséquence c'est des accidents, ce qui est regrettable. Alors que moi je pense que si le ministre de Finances peut payer les salaires avant le 20 pour que
le mouvement commence, les enfants commencent à rentrer de vacances, ça va aussi faire éviter que les compagnies de transport soient sous pression. Sauf que vous et moi, on connaît le Cameroun, monsieur Issomba. Mais le Si ministre le vient de fait une faire. exception cette fois-ci, ça va devenir une habitude. On va Non. commencer à exiger, à être Non, ça peut être adopté comme modèle lors des rentrées scolaires, puisque le problème va toujours se poser, le problème de sécurité va toujours se poser pendant les... Bon, et puis nous qui sommes dans les zones cacaoyères, les zones de produits Il de n'y a rente. pas encore production. Il n'y a pas encore de production. L'argent est fini en janvier dernier. Moi, je demande aux responsables des écoles d'être indulgents, qu'ils acceptent les enfants dans les salles de classe en attendant que, peut-être au mois d'octobre, les Là, on commence à vendre le cacao. commence à vendre le cacao. Et il faudra payer les enseignants. Merci beaucoup. compliqué. Non, quand je parle de... Non, il n'y a pas seulement le privé, il y a aussi le public. Ah, ok, d'accord. Et ce dernier message, bonjour le baobab des modérateurs. Depuis Vision 4, je vous suis. Vous faites la fierté du Cameroun. C'est Madame Ndjemoun depuis Marois. Merci Madame. C'est par ce message que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. Merci à Jean-Paul Ebolekem qui était là ce matin. Il est chercheur en sciences politiques. Il excelle en relations internationales. Merci à Bienvenue Issomba qui est économiste. Et pourquoi ne pas dire merci également à Bernardo Basson qui est juriste mais également invité permanent de ce programme. Dans 8 minutes très exactement, vous retrouverez le journal de la mi-journée à 21h ce soir. Patrick Mbala vous donne rendez-vous pour son programme de débat Affiche Sport. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Mais avant cela, vous aurez déjà eu nos tranches d'information. 19h en anglais, 20h en français. Dans exactement 40 minutes, vous allez retrouver les Amazones. Il s'agit des plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?